Bonjour, bienvenue à Canal Presse pour ce dimanche. Comme tous les dimanches, merci de rester scotché devant votre petit téléviseur. Voici tout de suite et maintenant le sommaire de cette édition. Quel que soit le bout par lequel on le prend, le Parlement camerounais suscite d'énormes curiosités sur le fond et dans la forme. À l'occasion de la session de mars qui vient de s'achever, 7 projets de loi ont été votés et une proposition rejetée pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Et pour l'ultime fois, des questions orales des sénateurs aux membres du gouvernement ont eu lieu. Autre fait marquant, la reconduction au perchoir de Kavaye Djibril et de Marcel Nyanji Fendi. Mais là où le bas blesse, c'est qu'à chaque session, au mépris de la loi, les projets de texte arrivent toujours tardivement sur la table des députés. Et depuis toujours, la question de la durée des sessions est soulevée, celle du travail parlementaire aussi. C'est à quoi s'ajoute désormais, et c'est une désormais question, celle de la préséance entre Sénat et Assemblée nationale. Ceci n'est pas un sujet tabou, comme l'est interdit aux députés du RDPC de voter sans consigne de vote. Des questions autour du Parlement camerounais, de son fonctionnement et de son statut face au principe de la séparation des pouvoirs. Avant-hier, c'était le bébé de Vanessa Tchatchou, hier celui de Simeyon et aujourd'hui celui de Viviane Tuala. Demain sûrement un autre cas. Mais qui donc pour arrêter l'hémorragie? L'histoire récente est que l'enlèvement a eu lieu dans une chambre à 3 et à l'hôpital de police. Et qu'à ce jour, l'on ne sait si le bébé a été dissimulé dans un panier ou dans un sac, au point où le délégué général à la Sûreté nationale a intimé l'ordre au personnel du dit hôpital de ramener le bébé sans délai. Parallèlement, la ministre des Affaires sociales, celle de la promotion de la femme et de la famille, reste discrète sur le sujet. Avant de savoir s'il faut sauver la sécurité sanitaire, demandons-nous comment cela est-il arrivé, où se trouve le bébé de Viviane Tuala. Et au-delà, que reste-t-il du cas de Vanessa Tchatchou? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain Pierre Essonneau. Bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table chez eux. À présent, on va accueillir nos différents panélistes. Nous avons l'honneur d'accueillir un ancien député, l'honorable Dinda Dida. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Je précise que vous êtes sénateur suppléant, c'est bien cela? Tout à fait, sénateur suppléant du Sud. Du Sud, élu. La précision en vaut la peine. Une autre casquette encore, un expert? Oui, je suis expert technique, agréé à CMRT dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et même dans l'accompagnement des entreprises, la norme ISO 9001. Donc je fais un métier un peu nouveau au Cameroun qu'on appelle la mise à niveau des entreprises. Nous encadrons les entreprises pour les rendre compétitifs et ça c'est en prévision donc des accords de partenariat économique qui vont amener la chute des barrières douanières dans le monde. Parlons justement de nouvelles technologies, de la télécom et de l'information. Est-ce que vous êtes peut-être à même de mieux nous parler de la loi qui a été votée à l'Assemblée par rapport à la télévision numérique terrestre? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Bon, ce qui va changer, ça commence d'abord par la technologie. Aujourd'hui, donc, les États, la communauté internationale et le Cameroun ont décidé donc de se mettre d'accord sur une norme de transmission, qui est donc la norme numérique. C'est-à-dire qu'on arrête toutes les transmissions en analogique. Ça implique donc des changements des équipements, des renouvellements des équipements. Ça implique le partage des fréquences, parce que maintenant, les gammes de fréquences les plus sollicitées par les opérateurs vont être multipliées, parce que la technologie permet de faire une sélection, c'est-à-dire une bande passante beaucoup plus restrictive, mais avec une qualité d'image qui est beaucoup plus agréable et une qualité d'écoute beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus la CRTV qui est concernée par ça, quand alors, on sait que oui. au niveau... honnêtement, c'est la CRTV, parce que c'est la CRTV qui doit couvrir, ou qui couvre encore le territoire national avec une couverture dite terrestre. Donc la CRTV aujourd'hui doit avoir à peu près, je crois, 38 stations terriennes. Donc une bonne partie est encore en analogique.
Et pour combler le territoire national, surtout les zones frontalières, on avait créé un projet qui devait créer 14 nouvelles stations qui vont couvrir le territoire national. Il faut donc les créer. Alors la peur, c'est que non seulement on risque de ne pas avoir au 17 juin, parce qu'il faut dire que la loi s'applique à partir du 17 juin. C'est un accord international et on en parle depuis des années. Donc la peur, c'est que au 17 juin, justement, que non seulement il n'y ait pas les 52 stations qui marchaient déjà pour couvrir tout le territoire, mais peut-être que parmi les 34 qui marchent aujourd'hui, il y en a qui seraient encore en analogique. Et c'est là le grand problème au niveau de la CTV. Est-ce que le Cameroun n'est pas en retard par rapport à tout cela? Quand on voit effectivement au niveau technique, au niveau, on se dit, bon, il y a peut-être un retard, mais là, je ne suis pas dans la maison. Moi, je vous donne des chiffres que je connais en tant qu'expert, mais je dis peut-être qu'ils sont en train de faire le travail de fond, qui veut que d'ici le 17 juin, ils vont upgrader toutes les installations, ils vont changer les équipements techniques. C'est technique. Hein, vous comprenez un peu, au niveau de la production, je crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est la transmission. Ça veut dire, et c'est ce que j'exprime en tant qu'expert, une peur en disant, on peut avoir, en plus des zones qui sont non couvertes aujourd'hui, et j'en fais partie parce que dans ma zone du sud, dans les arrondissements comme Mintom, les arrondissements comme Ovan, les arrondissements comme Bembis, on a encore des zones qui ne sont pas couvertes et qui sont proches de la frontière. Ça veut dire que nous captons plus facilement les télévisions et les radios équato-guinéennes, gabonaises et congolaises que la CTV. On risque de se retrouver encore dans une situation où cette surface peut s'agrandir si rien n'est fait urgemment. Et maintenant, il y a un problème d'aller vite, en besoin, c'est-à-dire d'équiper ces installations-là et de les mettre up-to-date, comme on dit, dans le métier. Merci, honorable Dinda, mieux connu sur le nom de député de Beauce. Non, ça c'est un acronyme que vous m'avez donné, c'est un surnom, suite à mon premier livre, qui d'ailleurs s'intitulait, à juste titre, c'était député de Brousse, regard sur les faiblesses du système parlementaire camerounais. Voilà, mais tout le monde s'est arrêté à député Brousse. Bon, moi je le prends avec beaucoup d'humour, ça ne me fait pas du mal qu'on m'appelle député de Brousse. Ok, merci d'être venu. Avec nous, Sa Majesté Soulé Onoyono. Soulé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur le Boubangomna. Monsieur le Boubangomna, merci. Alors Soulé, on parle avec vous de cette histoire de guerre contre Boko Haram. Des médailles qui ont été décernées à des soldats méritants, mais d'ores et déjà, des voix s'élèvent pour parler de discrimination. Vous avez suivi cette affaire aussi? Tout à fait, et je crois que le messager l'a traité pour remarquer deux choses. La première chose, c'est la question de l'opportunité. Pourquoi décerner les médailles de vaillance à des soldats qui sont encore au front de la guerre contre Boko Haram? La guerre n'est pas terminée, donc il n'y avait pas urgence. D'où la deuxième question, quelle était l'urgence de le faire maintenant et au lieu d'attendre, n'est-ce pas, la fin de la guerre? Et l'autre chose, l'arbitraire. Comment peut-on expliquer que ce soit seulement les employés ou alors les soldats du bataillon d'intervention rapide, le BIR, qui aient eu droit au chapitre? On peut logiquement penser qu'ils sont les plus braves, ils sont les plus courageux. Mais ils ne sont pas les seuls sur le front. Les seuls, c'est ce que je voulais justement dire. De la soixantaine, n'est-ce pas, des soldats qui sont tombés au front, on ne peut pas dire que c'est seulement, n'est-ce pas, ceux qui sont du BIR. Donc l'autre chose aussi, c'est que, en fait, quand la médaille de vaillance vaut préséance, lorsque vous donnez la médaille de vaillance à 400, n'est-ce pas, soldats du BIR, ça veut dire que vous désarmez les autres unités qui sont au front de la guerre, parce qu'il devient forcément des gens qui passent après le BIR. Vous voulez montrer à la face du monde que la guerre au front, n'est-ce pas, contre Boko Haram, c'est le BIR. Or, il y a beaucoup d'unités qui sont tout aussi... on se rappelle même, n'est-ce pas, l'intervention à Gashiga, quelque chose comme ça là. C'était la première fois que le Cameroun utilisait, n'est-ce pas, son aviation. Dans l'armée de l'air. Comment expliquer que ces gars-là, qui ont fait reculer le Boko Haram, qui avait déjà pris emprise sur le territoire camerounais, soit, n'est-ce pas, aujourd'hui oublié? Donc, nous pensons que ceux qui ont conseillé le président de la République à prendre ces textes, en réalité, l'ont induit en erreur. En réalité, c'est une maladresse, permettez que je le dise comme ça, à tout vent, c'est une maladresse présidentielle qu'il faut rapidement corriger. Sinon,
on s'achemine vers l'autodestruction d'une armée. Et comment expliquer que c'est le chef des armées qui en vienne, n'est-ce pas, qui en arrive à diviser son armée. Donc, nous pensons très sincèrement que c'était une maladresse. Et cette maladresse, il n'y a que le président de la République pour la corriger. Et il faut qu'il le fasse très vite pour, n'est-ce pas, créer encore l'union sacrée de son armée, des forces de défense camerounaises autour du seul ennemi commun qui est Boko Haram, au lieu, n'est-ce pas, de courir le risque d'avoir plusieurs ennemis à bord, parce que les uns et les autres risquent faire le jeu en solo, parce que chacun voudrait courir, n'est-ce pas, après la médaille de vaillance, et ce n'est pas normal. Ok, merci Souley, en tout cas de source sûre, en train de regarder cela de très près. Je pense que dans les jours qui viennent, la situation sera très vite réparée. On accueille le troisième invité, rédacteur en chef du quotidien Mutation, Georges-Alain Boyomo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à vos téléspectateurs. Vous me permettrez d'être avocat de ma propre cause. Je salue les populations de Bokito, de Bafia, et des populations du Grand Bam qui, pour l'essentiel, sont privées d'énergie électrique depuis 1 à 2 semaines. Elles ne vont pas malheureusement sur cette émission, mais je pense que je leur dédie ma prestation sur ce plateau. Heureusement que vous êtes la voix des sans-voix. Merci d'être sur ce plateau. On parle du secrétaire général de la francophonie qui sera en visite dans les prochains jours à Yaoundé. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire diplomatique du Cameroun? Je pense qu'en première lecture, on peut effectivement parler de victoire diplomatique parce que c'est le deuxième pays que Mme Jean visite depuis son élection fin 2014. Et il faut dire que le président de la République, qui est le doyen, si je ne m'abuse, dans l'espace de la grande famille francophone en termes de longévité, probablement en termes de sagesse, a dû jouer un rôle important dans l'élection de Mme Jean. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle choisit le Cameroun. Il faut également dire que le directeur de cabinet de Mme Jean est un Camerounais, le professeur Mougou, qui a enseigné à l'université de Ngaoundéré et qui a enseigné à l'IRIC. Il a été directeur adjoint à l'IRIC. Et donc, ce sont des atouts qui peuvent effectivement pencher la balance du côté du Cameroun. Mais ce qui m'intéresse davantage dans cette visite, c'est le concept de francophonie économique qui est promu par Michael Jean. Ce concept intègre donc qu'on adresse un certain nombre de problématiques comme la problématique sur l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi au Cameroun, vous imaginez toutes ces hordes de chômeurs, le chômage qui est un véritable cancer au Cameroun. Si Mme Jean vient au Cameroun, j'imagine qu'elle parlera de ces problèmes d'emploi, de ces problèmes de genre, et ça peut bouger quelques lignes. Merci à vous, Georges-Alain Boyomo. Professeur Claude Abbé, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Boubangomna, et bonjour à tous vos auditeurs, autant qu'à tous vos téléspectateurs, autant qu'à ceux qui participent à cette émission avec moi. Je vais parler de l'ensemble des panélistes. Un incendie ravage près de 70% du bâtiment abritant les services de la communauté urbaine de Douala. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? J'ai accueilli cela comme étant quelque chose, j'allais dire, qui arrive peut-être un peu tardivement. Ce n'est pas un souhait, mais au regard de la vétusté de l'installation elle-même et de la non-remise à jour d'un certain nombre d'installations en termes de bâtiments que l'on connaît, des bâtiments administratifs au Cameroun, il est tout à fait normal que peut-être des installations qui ont été réalisées depuis Mathusalem, que peut-être une installation électrique est un problème. Je ne voudrais pas dire que ce soit la principale cause, mais au moins cette vétusté-là peut l'expliquer. Peut-être faut-il que parfois ce malheur-là vienne pour qu'on se remette à repenser les bâtiments administratifs. Voilà un bâtiment qui avait été réalisé dans les années 60 et qui en fait devait pouvoir abriter une trentaine de personnes, mais qui aujourd'hui recevait un peu plus de 300 personnes comme employés au niveau de la communauté urbaine de Douala. Vous voyez que tout de suite après, on a vu une sorte de retour en termes d'appel d'offres dans l'urgence dans les journaux pour essayer soit de remettre le bâtiment rapidement
de leur rendre de nouveau opérationnels, soit alors rapidement de se mettre dans une optique de penser enfin au projet qui a toujours existé, celui de construire effectivement un siège à la communauté urbaine de Douala. Faut-il attendre que le pire arrive pour qu'on pense les problèmes du Cameroun? C'est la question qui se trouve derrière cette situation désagréable qui arrive à la communauté urbaine de Douala. Pour être tout à fait précis avec l'actu, on précise que la CAN 2017 sera donc organisée par le Gabon, juste un jet de pierre du Cameroun. Pour se qualifier, le Cameroun devra vaincre la Gambie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud. Les avis sont partagés sur une éventuelle qualification du Cameroun. D'aucuns estiment que pour que le Cameroun se qualifie, il faut se débarrasser de l'entraîneur Volker Finke. D'autres disent qu'il faut tout simplement revoir la classe dirigeante de notre football. Aman Mana, qui était notre 5e invité, on espère que d'ici à là, il va nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, voici la revue de Debo Arléan DB. C'est l'interview de la semaine. Celle accordée à mutation par Judith Douala, du nom de la mère du bébé enlevé à l'hôpital l'école de police. La mère raconte son calvaire, implorant au passage les autorités de la République de faire tout pour abroger ses souffrances. Elle appelle particulièrement Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun. Cette semaine, c'était également le scandale qui vient de l'Assemblée nationale et les 100 millions de francs CFA du ministre de l'économie à certains députés du pays organisateur, l'argent destiné au financement de certains projets personnels sur des critères querellés parce que 3 parlementaires de cette circonscription ont été lésés. L'affaire secoue l'hémicycle d'Ongwaikele. L'hémicycle d'Ongwaikele où, selon la météo, il règne en ce moment un climat de révolte alimenté par des rumeurs de pétitions pour dénoncer une opération nébuleuse et potentiellement mafieuse. Le jour évoque le sujet avec une interrogation. L'agent remis au La mère raconte son calvaire, implorant au passage les autorités de la République de faire tout pour abroger ses souffrances. Elle appelle particulièrement Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun. Cette semaine, c'était également le scandale qui vient de l'Assemblée nationale et les 100 millions de francs CFA du ministre de l'économie à certains députés du pays organisateur, l'argent destiné au financement de certains projets personnels sur des critères querellés parce que 3 parlementaires de cette circonscription ont été lésés. L'affaire secoue l'hémicycle d'Ongwaikele. L'hémicycle d'Ongwaikele où, selon la météo, il règne en ce moment un climat de révolte alimenté par des rumeurs de pétitions pour dénoncer une opération nébuleuse et potentiellement mafieuse. Le jour évoque le sujet avec une interrogation. L'argent remis aux députés était-il destiné à financer les projets des populations qui sont censées représenter ou leurs projets personnels? Autre projet qui suscite d'inquiétude est celui de la télévision numérique, nous dit le quotidien L'économie, parce que dès le 17 juin prochain, chaque ménage camerounais devra débourser 1500 francs CFA par mois pour financer la télévision publique. Et puis, au lieu de 78,492 milliards de francs CFA présentés par l'entreprise chinoise StarTime comme marge brute en 30 ans d'exploitation, ce sont plutôt environ 3,780 milliards de francs CFA de bénéfices que pourrait engranger cette entreprise. Il y a aussi des accusations de corruption dans le projet et l'homme indexé est le ministre de la Communication, nous dit Repère. Le journal de feu Richard Tounaombe revient également sur les dessous du limogeage de l'ex-président de la Cour suprême du Cameroun. On est dans le chapitre judiciaire pour lire Singang et la lettre de Yves Michel Fotso au garde des Sceaux. L'ancien administrateur directeur général de la Camer s'interroge sur les raisons pour lesquelles il continue à faire l'objet de tant d'acharnement par les autorités du pays. La deuxième une du journal de Marie, Robert et Loulou parle de l'actualité politique en République centrafricaine avec l'interpellation récente d'un opposant, Michel Amine, président de l'UNDP, candidat à la présidentielle en Centrafrique. Sa double nationalité centrafricaine et française serait en cause. Cette semaine a été également marquée par l'effort de guerre du couple présidentiel qui a donné des tonnes de denrées alimentaires aux forces de défense engagées au front. Déjà plus de 200 millions de francs CFA dans les caisses pour l'effort de guerre, dit Prospective Nouvelle, des dons en espèces et plusieurs en nature, évident donc pour que le président de la République du Cameroun ordonne l'ouverture d'un compte spécial
pour sécuriser et éviter les détournements de fonds. La lutte contre Boko Haram est marquée par la polémique autour des médailles. Le jour s'interroge comment seuls les éléments du BIR ont pu bénéficier des récompenses du chef de l'État. L'affaire fâche, les militaires sont inconsolables quand ils ne sont pas dépités. Même au sein du BIR, renchérie mutation, il y a des lésés comme le chef de bataillon Beltus Kouene et Ngwansaru qui ont repoussé des lourdes attaques de Boko Haram à Fotkol et à Shigashia et n'ont pas bénéficié des distinctions du chef de l'État. Et il en est de même pour d'autres soldats du BIR oubliés. Attendu à Malabo cette semaine, la mise sur pied d'une stratégie commune CEDEAO-CEAC, le sommet des chefs d'État a été reporté. L'intégration propose néanmoins le rapport de la réunion des experts qui avait précédé le rendez-vous tant attendu. Sous-région encore avec l'eau financier d'Afrique et les titres des capitales en hausse de 19% à la bourse de Douala, une hausse qui propulse son chiffre d'affaires à 1,996 milliards de francs CFA. On reste en économie avec le quotidien L'économie qui évoque les incongruités du texte présidentiel sur l'agence de promotion des zones économiques. Selon plusieurs économistes rencontrés, créer cette agence n'aurait pas de sens sans un plan d'aménagement du territoire préalablement établi, comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui avec le transport urbain, un secteur plongé dans l'anarchie selon Cameroun Tribune. Ici, le confort des passagers laisse à désirer, ajouter à cela les problèmes de sécurité. Les passagers étouffent, Yaoundé ne respire plus. Conséquence, le Cameroun se meurt d'une autre santé. Le journal de Sidonie Djaboun démontre comment les réseaux de groupements d'intérêt public, les groupes organisés et d'autres associations de la société civile contrôlent le pays sous l'œil indifférent du chef de l'État. Et puis sport, qu'en 2017, c'est pour le Gabon. Après la Guinée équatoriale en 2015, suivra le Cameroun en 2019. Mais le pays de Roger Mila connaît déjà ses adversaires pour les éliminatoires. Afrique du Sud, Gambie, Mauritanie, c'est dès le mois de juin prochain. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Merci Debo Harley, en DB. Rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine pour une nouvelle de la revue de presse. On accueille le 5e invité qui nous a finalement rejoint, directeur de publication du quotidien Le Jour, Aman Mana. Bonjour, bienvenue. On a eu peur. Bonjour Bouba. Faut pas avoir peur. Plus de peur que de mal. Vous êtes là finalement. Alors, très rapidement, 6 avril 84, ça fait déjà 31 ans. Oui. Après le coup d'État manqué, quel enseignement peut-on tirer pour l'avenir? L'enseignement qu'il faut en tirer pour l'avenir, c'est que le Cameroun n'a pas encore purgé cette histoire. Hein. C'est-à-dire que pour les survivants, pour ceux qui sont encore vivants, ceux qui ont vécu les événements qui sont encore vivants, ceux qui estiment qu'il y a eu une forme d'extermination, leurs enfants, à ce qui me semble, hein, il existe comme quelque chose comme des haines qui se sont cristallisées et ce n'est pas une question qui a déjà été vidée par la mémoire nationale. Vous pensez que 31 ans après, la blessure n'a pas été pensée? La blessure n'a pas été pensée, c'est-à-dire que les enfants des suppliciés, leurs familles, estiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, les vérités n'ont pas été dites. Et heureusement, par rapport à mon activité éditoriale, j'ai rencontré pas mal de monde sur cette question et je me rends compte que aussi bien c'est bizarre du côté des vainqueurs, entre guillemets, que du côté des vaincus, il y a la question de la purgation de cette question. Et vous savez, les nations comme ça dans leur vie, des questions qu'il faut, qu'il faut purger. Et des questions qu'il faut purger. À ce qui me semble, cette question-là est venue s'amonceler sur l'état des affaires camerounaises qui n'ont pas été purgées, le maquis des années 60, les massacres dans l'Ouest Cameroun, cette extermination des militaires, des officiers, des personnes originaires de la région du Nord Cameroun. C'est une question qui n'a pas été purgée et elle va être remise sur le tapis tôt ou tard. Merci Yaman Mana. C'était là, on a fait juste un petit flashback pour permettre de vous introduire et puis mettre au même niveau d'information que les autres panélistes. On prend à présent la première thématique du jour consacrée au Parlement, le contrôle de l'action gouvernementale en question. La session de mars s'est donc achevée vendredi dernier. Je vous pose la question à vous, honorable Dinda. Si vous étiez demandé de dresser un bilan de cette session à l'Assemblée nationale et au Sénat, que serait-il le bilan selon vous? Alors,
Moi, je ne peux pas poser un bilan à l'Assemblée. Il y a des parlementaires qui ont été au Parlement, il y a un secrétariat général. Maintenant, si vous me dites qu'est-ce qui m'a retenu ou qu'est-ce qui a retenu mon attention, je peux dire première chose, c'est la création donc, de ce poste de rapporteur général des recettes, qui semblait donc être une arme nouvelle pour le contrôle des recettes publiques. Bon, sauf que là, mon avis, c'est que c'est effectivement un outil de plus, mais pas de trop, mais qui a besoin de voir dans le contenu, est-ce qu'il y a l'expertise. Parce qu'un problème pour moi aujourd'hui est que dans notre pays, nous partons vers le contrôle des pièces, vers le contrôle des trucs, mais il y a la pertinence des pièces, je ne cesse de le dire. Souvent nous faisons des commissions, nous faisons des instruments de contrôle, mais qui sont vides de la compétence nécessaire pour aller donc appréhender non seulement l'intention, l'acte, mais les conséquences aussi. Donc c'est à ce niveau que je suis. Est-ce que justement ce rapporteur avec les membres ont la possibilité de travailler aujourd'hui avec des cabinets ou bien la société civile pour avoir plus d'efficacité dans leur action? C'est peut-être là où j'en suis. Ça c'est la remarque, l'une des choses qui m'a le plus marqué lors de cette session. J'ai aussi maintenant du côté du Sénat, parce que nous avons aujourd'hui un Parlement bicaméral. Bon, les questions orales aux membres du gouvernement, et étant entendu que pour moi, j'aurais voulu que le Sénat ajoute quelque chose qui manque à l'Assemblée nationale, c'est, j'appelle ça, le retour à la réponse du ministre. Parce que généralement, ça reste très fermé. Le ministre arrive, il a préparé une réponse, il vous la donne, et vous ne pouvez pas, d'après les textes même qui régissent notre Parlement, revenir. Or, il se passe que, premièrement, il y a un décalage entre le moment où vous posez la question et le moment où le ministre vient répondre. Et deuxièmement, parfois, les ministres, exprès, prennent pour gagner du temps à ne pas aller directement sur tout, étant entendu que vous êtes obligé de revenir sur une question. Moi, j'aurais voulu que la forme nouvelle donc, que prend le Sénat, étant entendu que le Sénat, c'est la Chambre haute, soit beaucoup plus incisive et qu'on laisse aux sénateurs, vu même leur statut de sage. Vous savez, l'âge pour être sénateur au Cameroun, c'est 40 ans minimum, alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est 23 ans. Donc, il y a les fils, il y a les papas, de leur donner la possibilité donc, de revenir sur les réponses pour que là-bas, ce soit beaucoup plus efficient. Voilà les choses qui m'ont marqué. Moi, je ne verrai pas le bilan, je ne peux pas faire le bilan. Ok, parce que c'est entendu. Je suis, ok. Professeur Claude Abbé, vous avez retenu quoi particulièrement? J'ai retenu une chose qui est régulière, c'est l'école buissonnière des parlementaires. C'est-à-dire que c'est voilà des gens qui gagnent l'argent du Cameroun gratuitement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Parce que d'ailleurs, la plupart passent autant à applaudir à l'hémicycle. Vous pourrez vous rendre compte en essayant de faire sur 10 ans, en prenant sur 10 ans le fonctionnement de nos institutions parlementaires, vous allez vous rendre compte que les propositions de loi sont la denrée la plus rare, c'est-à-dire la concurrence législative qui leur est octroyée par le droit. Ils l'ont carrément abandonné au gouvernement qui fait des projets de loi et ils ne font que Or, quand vous constatez, le Parlement camerounais ne travaille même pas, enfin nous parlementaires, ne travaille pas pendant longtemps au cours d'une année. À mon sens, il faut revoir les délais de session du Parlement. Pourquoi ne pas siéger comme un peu partout ailleurs pendant toute l'année, à mon sens, pour qu'on ait effectivement des gens qui méritent leur salaire. C'est d'autant plus que quand vous regardez les salaires de ces parlementaires, vous vous rendez compte en faisant un rapport avec les salaires de la moyenne des Camerounais qui sont 2 fois, parfois un peu 3 fois au-dessus de leur salaire. Et donc, à mon sens, je trouve qu'il s'agit là d'un élément sur lequel on devrait mettre le pied. Et puis, la deuxième chose, c'est sur cette question du contrôle de l'argent du contribuable. L'honorable Ndinda disait tout à l'heure qu'il n'est pas sûr que le rapporteur qui a été effectivement nommé ait nécessairement toutes les compétences nécessaires pour y aller. Mais il me semble que peut-être pour une fois,
ils sont allés chercher quelqu'un qui est dans le sérail. Il me semble que vous permettrez que j'achève. Vous permettrez que j'achève. Vous entrez sur une personnalité, ça devient un problème. J'ai parlé avant de reprendre la parole. J'ai parlé de l'institution en disant ceci. Je ne sais pas si cet instrument a toutes les compétences requises en termes d'expertise, d'analyse et tout. Vous n'avez pas parlé de la personnalité. Vous n'avez pas parlé de la personnalité. C'est pour ça que je vous ai laissé... Professeur, écoutez, souvent quand on fait une remarque, on n'entre pas justement dans ce genre... Honorable, c'est pour ça que je vous permets de faire la précision. Donc il poursuit, il termine. Vous terminez, s'il vous plaît. Il a juste fait une précision. Il a juste fait une remarque parce que vous commencez à vous enfoncer dans une affaire qui va nous amener dans une équivoque. Point, monsieur. S'il vous plaît. Davantage poli au cours de notre... Terminez. Poursuivez, professeur, s'il vous plaît. Je voudrais dire que, tel que... Et ça, la question qu'il pose me donne d'ailleurs, il me donne là une chicotte pour justement le bastonner. Lui qui est parlementaire, s'il n'a pas la connaissance dans le détail de l'instrument, il y a lieu de s'interroger. Comment nos parlementaires arrivent à voter, bien qu'ils soient suppléants, arrivent à voter des lois et puis à obtenir des instruments qui, au fond, ils n'ont pas connaissance de tous les contours de cela. Et ça m'amène à me poser la question. On voit un peu en profondeur avec Georges Alain sur la question de la nomination même du rapporteur général de recettes à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela peut faire bouger les lignes? Et c'est là où je vais peut-être commencer par le débat entre Claude Abbé et l'honorable Ndinda. On ne peut pas dissocier la mission de celui qui va... accomplir la mission. Donc, il y a d'abord la personnalité de Luc Kwa qui devrait nous interpeller. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il s'est souvent illustré par des prises de position fermes, par son détachement vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques qu'on condamne par rapport aux députés? Est-ce que dans son fonctionnement courant, je signale qu'il est membre du comité exécutif de la FECAFOOT, vous savez ce qui se passe là-bas, il est inspecteur des impôts, il a des affaires. Donc, je crois qu'on ne peut pas dissocier la personnalité du rapporteur général des recettes de sa mission. Maintenant, vous essayez de dire que ce n'est pas the right man to the right place? Je ne sais pas, mais au moins pour le symbole, on devait mettre quelqu'un de relativement indépendant, parce que l'indépendance, c'est quelque chose, j'allais dire, de chimérique, on n'est jamais totalement indépendant. Maintenant, sur le contenu, je constate que c'est quelque chose qui traîne depuis pratiquement 2007. Depuis 2007, on devait mettre sur pied cette structure, le registre des recettes, et je pense la dizaine de membres. On n'a pas mis, on met sur pied en 2015. Et il faut simplement déplorer une chose, c'est que nous sommes dans un système qui se tient. Tout à l'heure, on parlait de l'UQUA, mais tous ces membres-là, tous ces députés-là, c'est bien les mêmes qui vont dans les cabinets ministériels pour commander les marchés publics. Ce sont les mêmes qui sont tenus par la discipline du parti. Et vous savez que dans le cas du RDPC, on est dans le cadre d'un parti-État, donc entre le gouvernement RDPC et le gouvernement du parti, d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Il y a des membres du gouvernement du RDPC qui sont membres du gouvernement du parti RDPC. Donc, comment ces députés-là vont travailler, comment ils vont être détachés d'un certain nombre de pratiques que nous dénonçons. Là est le problème. Donc, pour moi, c'est une annonce. C'est un poste de plus qui ne va rien apporter de manière fondamentale sur le contrôle de l'action gouvernementale. Abon Mana, est-ce qu'en plus de voter les lois, les députés et les sénateurs doivent contrôler l'action gouvernementale? Avez-vous noté une avancée dans ce sens-là? Non. Il est question de régler quoi? De régler la question de la corruption au Cameroun. Et c'est comme si vous aviez quelqu'un qui est en train de grelotter de froid à cause du paludisme, et vous lui multipliez les couvertures, vous lui ajoutez un par-dessus, un pull, une couverture, au lieu d'aller traiter le paludisme dont il est question. Oui, non, la sensation de froid, ça n'a rien à voir, la fièvre même. Je pense qu'il faut attaquer le mal à la racine. Et le mal de la corruption au Cameroun, ce n'est pas une question d'institution. Il y a une question de fond dans la vie camerounaise. La vie camerounaise, c'est quoi? La vie camerounaise est faite de la prédation, c'est-à-dire qu'on redistribue la rente. D'abord, il n'y a même pas un système admis par tous de valorisation de la production et de la création. Il n'y a même pas ça au Cameroun. Au Cameroun, il y a un système de rente et de redistribution de la rente par des moyens frauduleux ou par des moyens légaux. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, il est question de créer... On a multiplié les systèmes, les institutions de contrôle
de contrôle et de surveillance de la corruption, alors que la question de la corruption n'est pas attaquée à la racine. Si on va attaquer la question de la corruption à la racine, prenons une seule résolution, l'article 66 de la Constitution, et que les personnes qui sont dans les personnalités publiques jusqu'à un certain rang, qu'elles justifient leur patrimoine. D'abord, commençons par là, et on aura commencé à voir la question de la corruption. Vous allez m'expliquer pourquoi et comment un jeune fonctionnaire, je ne sais pas, prenons un inspecteur des douanes, il peut déjà justifier de telle ou telle fortune. Je pense qu'on peut commencer par là. Je ne veux pas parler des ministres et autres. Donc, commençons, je veux dire, il faut commencer par la base. Je pense que sur cette question, il faut rééduquer le Cameroun et les Camerounais. Et personne ne veut prendre ce risque, et personne ne peut prendre ce risque. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système se nourrit de la corruption. Aussi simple que cela. Alors, sous la réélection de Kabaïk Djibril et de Niat Difendi aux différents perchoirs, est-ce qu'on ne fait pas du surplace avec ces deux personnalités qui ont été l'un élu au niveau du Sénat, l'autre au niveau de l'Assemblée nationale? Il faut rectifier, hein, ils ne sont pas réélus, ils sont nommés par le président national du RDPC. Mais il s'agit bien d'une élection. Président. Si vous voulez poser des questions et répondre en même temps, ne me donnez pas la parole. Oui, mais quand même, vous ne pouvez pas parler de... Je dis bien que... Quand vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, je dois aussi rectifier. Monsieur Niat et monsieur Kavaï appartiennent au parti majoritaire à l'Assemblée. Et avant toute élection, il y a une réunion au comité central où on impose des directives aux membres, n'est-ce pas, de ce Parlement appartenant à ce parti. Donc, on ne pouvait pas dire qu'il y a véritablement élection ou alors réélection de M. Niat ou bien de monsieur. Vous ne pouvez pas expliquer comment quelqu'un peut s'éterniser au pochoir de l'Assemblée nationale depuis 1992, alors qu'on parle d'un pays qui vibre sous l'alternance démocratique. Lorsqu'on sait que l'ADN de la démocratie, c'est l'alternance, on ne peut pas le justifier, premièrement. La deuxième chose, je voudrais simplement aller dans le même sens que Boyomo et Haman. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lutter efficacement contre la corruption alors que le seul maître du jeu, c'est M. Biya. C'est M. Biya qui ordonne les arrestations, c'est M. Biya qui ordonne les interpellations. Et puis, vous avez vu comment il a compliqué l'affaire avec la jurisprudence BAPES. Ça veut dire que vous pouvez être... Il a réussi à mettre en touche le TCS. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la clémence présidentielle qui sauve Amadou Vamoulke. Puisque le TCS a démontré à l'évidence qu'il faut. Le juge, le procureur, je l'ai lu dans un texte de mutation, qu'il y a eu une forte négociation entre le procureur général et le juge. Le juge qui voulait absolument placer Amadou Vamoulke, n'est-ce pas, sous mandat de dépôt. Donc, avec cela, cette histoire, c'est un gadget de plus. Monsieur Boubangomna, ça ne sert à rien de multiplier les institutions si, premièrement, il n'y a pas une institution qui coordonne. Vous avez la présidence de la République qui dit lutter contre la corruption. Vous avez le contrôle supérieur de l'État qui dit lutter contre la corruption. Vous avez la CONAC. Vous avez comment ça s'appelle encore la Chambre de compte. Encore que le Cameroun sur cela est en retard. Depuis au moins 2 ou 3 ans, le Cameroun est folklore. Il était question de transformer la Chambre de compte en Cour de compte. On ne l'a pas fait. Alors comment voulez-vous que la seule personne qui donne le là sur une action soit Paul Biya et que vous parlez, le contrôle de l'action gouvernementale n'est qu'un élément de chantage qu'on donne aux députés parce que de plus en plus, ils vont faire le siège, n'est-ce pas, dans les cabinets de certains ministres et peut-être faire valoir un certain nombre d'éléments, ce n'est que ça. Et l'autre chose, monsieur Lobouba, et je vais chuter par là, si vous permettez, monsieur Lobouba Ngomna, c'est que si l'action, n'est-ce pas, de contrôle des recettes pouvait permettre aux députés de faire basculer ou alors d'obtenir la tête d'un gestionnaire de crédit, ça pourrait être opérationnel. En ce sens que ils pouvaient, les uns et les autres pouvaient s'appliquer à la modernisation et même à la moralisation de la dépense publique. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont toujours dire chantier, on va voir. Je bénéficie encore, n'est-ce pas, de la légitimité du président de la République. Donc vous pouvez tout faire tant que Biya n'a pas décidé. Vous permettez de m'expliquer comment
tout le monde était d'accord, tout le monde est jusqu'à aujourd'hui d'accord que le remaniement doit s'opérer, mais la seule personne qui ne l'a pas acté, c'est M. Biya. Vous avez 3 élections dans tous les pays du monde. Vous ne pouvez pas faire 3 élections les plus importantes d'un pays, les municipales, les législatives, la présidentielle et même les sénatoriales. Vous ne remaniez pas le gouvernement. D'accord, vous sortez par là. Donc, sûrement l'honorable. Oui, moi j'ai quelque chose à dire pour commencer. Moi, je voudrais bien qu'on s'entende. Moi, j'évite maintenant de faire les débats où je viens débattre des personnes. Je suis fatigué, ça n'apporte rien à ma personne. Je voudrais débattre des idées, je voudrais débattre des choses qui peuvent être tirées. Une petite leçon aux Camerounais. C'est pour ça que vous êtes là, vous invitez pour ça. Je parlais tout à l'heure d'un instrument. Et j'ai dit, la question qu'on m'a posée, qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, j'ai dit, ça m'a marqué. Et j'ai dit, je souhaite que cette fois-ci, cet instrument ait non seulement donc les hommes, mais qu'ils aient aussi les outils, qu'ils aient aussi la méthodologie, le pouvoir. C'est de ça que je parle. Mais maintenant, tout se décline à la tête de la personne qu'on a mis à la tête, parce qu'il a fait ceci, il a fait qu'à foutre. Moi, je ne suis plus dans ce jeu. Ça n'a rien à voir. Parce que, comme on le dit si bien, si vous avez des outils, vous avez une boussole, vous avez une orientation, on trouve des solutions à beaucoup de problèmes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des Camerounais qui puissent être propres à 100% et dire que les autres sont sales à 100%. Il faut qu'on arrête cette tendance où on est en train d'amener la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois aujourd'hui qu'il y a quelque chose, on attaque la personne en disant, on l'a vu l'autre jour, il était dans l'association de tontine du quartier, il a pris les 25 francs des trucs. Non, on ne peut pas s'en sortir. Je reviens à Mana, parce que là, il a dit quelque chose d'intéressant. L'article 66, moi, je pense aussi que c'est en fait un problème de culture et d'engagement personnel. Il y a des gens qui peuvent dire, je déclare mes biens. Personne n'a jamais empêché au Cameroun à qui que ce soit de le faire, mais personne ne le fait. Même aussi parmi les opérateurs privés. On a vu aujourd'hui les organes de presse qui se créent où le promoteur roule en VX et aucun de ses agents n'est assuré à la CNPS. Ces organes de presse-là existent au Cameroun, mais ils font la morale aux hommes politiques, aux députés. Je dis non, ça nous ramène à ce que vous avez fini à la fin par laquelle je prends acte et je suis d'accord. Je dis la culture aujourd'hui doit repartir sur qu'est-ce que nous attendons nous-mêmes en tant que Camerounais du Cameroun et chacun à son niveau. Moi, je suis d'accord. Moi, je crois que Maman avait cité un article de la Constitution. Hein. Ok, il parle de la Constitution. C'est de ça que je parle, monsieur Soulessi. La Constitution n'appartient pas à Maman. Je parlais de l'article 66. Si vous étiez réveillé, vous m'aurez suivi. Je parle de l'article 66, c'est de ça que monsieur Amman a parlé. Donc, je lui répondais sur l'article 66, pas sur les hommes. D'accord, honorable, merci. Vous n'avez pas la compétence. Donc, il ne fasse pas l'esprit. S'il vous plaît, nous sommes en direct, je vous en prie. Il ne fasse pas l'esprit. Ne prenez pas la défense de Amman Mana, je crois qu'il prendra la parole tout à l'heure pour dire 1 ou 2 mots sur la question. Moi, je voulais qu'on reste un peu sur les observateurs qui pensent que les députés écument les cabinets ministériels pour décrocher des marchés publics ou des financements. Est-ce que cela réduit le pouvoir face aux membres du gouvernement? Assurément, vous ne pouvez pas être jugé parti. C'est-à-dire, Monsieur le ministre, vous allez me demander des choses et puis vous allez également me faire une commission d'enquête parlementaire. C'est-à-dire qu'au cas où, d'aventure, la loi qui a été, c'est-à-dire la modification du texte sur les commissions d'enquête parlementaire qui a eu lieu l'année dernière au niveau des deux chambres, si d'aventure, par extraordinaire, on arrivait à avoir une commission d'enquête parlementaire qui se mettait au devant de la scène. Je mets bien au défi les deux chambres de trouver l'oiseau rare qui pourrait faire véritablement une enquête parlementaire au sens propre de ce terme-là, avec les mains libres. C'est d'autant plus que la plupart, le sport collectif de nos parlementaires, je suis dans le regret de le constater, c'est d'écumer les cabinets ministériels pour rechercher soit les cadres neufs, soit des marchés publics. Et à partir de là, ils deviennent eux-mêmes des individus qui sont complices du mode de fonctionnement du gouvernement. Et vous ne pouvez pas demander à des gens qui dînent à table avec le gouvernement dans les manières de gérer l'argent du contribuable et la fortune publique d'aller enquêter. Donc, pour ma part, je voudrais dire, peut-être pour mettre un terme à cette prise de parole,
on est en face de ce qu'on pourrait appeler, j'ai coutume d'appeler ça, la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement en étant sur place. C'est-à-dire, face à un problème comme la corruption, on crée une pléthore d'instruments, une pléthore d'institutions, on crée une pléthore d'acteurs et tout le reste. Et la corruption ne se porte jamais mieux qu'avant la création de ces éléments-là. Moi, juste une dernière chose en une sortir sur la question. En une seconde, j'ai lu la constitution du Maroc, j'ai lu la constitution de l'Afrique du Sud, j'ai lu celle du Libéria. Ils ont là-bas l'instance qui contrôle, qui est chargée de lutter contre la corruption, a une inscription constitutionnelle. Quand c'est une émanation de l'accuse de Jupiter comme au Cameroun, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats. Alors, Georges Alain, toujours dans le même ordre d'idée, vous avez certainement appris l'affaire des millions entre le Minipat et les députés du Sud, je crois 8 au total. Est-ce que cela n'augure pas des lendemains un peu obscurs par rapport à... Je pense que vous grattez où ça démange, effectivement. Et là, ça rejoint le débat que nous avons avec l'honorable Dinda. La fonction ne vaut que par la personne qui l'anime. On ne peut pas prendre un ripou. On nomme, par exemple, je prends un exemple, à la tête du ministère du contrôle supérieur de l'État. On nomme quelqu'un qui est réputé, corrompu, détourneur de deniers publics et autres. Et vous pensez que ça va enchanter le public? Non. Je n'ai rien contre monsieur quoi. Je cite simplement, ça veut dire que d'expérience, je suis souvent allé à l'Assemblée nationale, je connais des députés qui s'élusent plus ou moins positivement. C'est pour ça que je dis, lui, il est rapporteur de la commission des finances, peut-être en commission, il s'illuse positivement. Je n'ai rien de particulier contre lui, mais je voudrais qu'on s'accorde sur le fait que la fonction ne vaut que par la personne qui l'a dit. Maintenant, alors sur l'affaire du Minipat, est-ce que cela augure pour le contrôle de l'action, bon contrôle de l'action? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la lettre de l'honorable Jean-Jacques Zam, je ne vais pas de plus citer les noms, n'en déplaise à l'honorable Dinda, qui a signé cette correspondance en direction adressée au Minipat, on voit quand même le niveau d'obséquiosité pour quelqu'un qui est censé contrôler l'action de ce ministre-là éventuellement, parce que imaginez quelqu'un qui qualifie le ministre de l'économie, qui lui sert du excellence, alors qu'on sait que excellence, c'est pour les ambassadeurs, pour le ministre des Relations extérieures, et éventuellement pour le président de la République. Pas éventuellement, pour le président de la République. Il sait cela, éventuellement, je précise. Qui sait cela de manière aussi j'allais dire, caricaturale au ministre de l'économie. Et à l'intérieur, on voit des thèmes comme son immense gratitude, son immense ceci, son immense cela. Ça pose effectivement un problème. Maintenant, à l'intérieur de l'hémicycle, un ministre qui vous a fait des gratifications, puisque c'est dit dans la lettre, vous pensez que vous allez lui poser certaines questions qui peuvent l'embarrasser? Donc, ça pose un problème, et ce n'est pas simplement de la responsabilité des députés, parce que j'avoue qu'il y a un certain nombre de doléances émises par les députés par rapport aux micro-projets parlementaires, par rapport au cabinet parlementaire. Ils n'ont pas toujours assez de moyens. Ils n'ont pas toujours assez de moyens pour réaliser un certain nombre d'attentes, parce que chez nous, c'est un problème sociétal de manière générale. Normalement, c'est l'exécutif qui doit réaliser un certain nombre de projets, ce n'est pas aux députés. Le débat a été conduit dans le livre de Ntinda, mais je vous assure que les députés, les maires, les ministres et autres sont considérés comme des vaches à lait. Ils ont un certain nombre, ils ont une clientèle politique qu'ils doivent satisfaire. Maintenant, il y a également la responsabilité de l'exécutif qui pratiquement accapare, qui est partout et nulle part. Donc le problème n'est pas que celui des députés, mais des députés qui se retrouvent régulièrement dans les cabinets ministériels, dans des positions qui peuvent affaiblir leur pouvoir, c'est véritablement un problème. On reviendra tout à l'heure avec vous, l'honorable Dinda, vous l'avez évoqué dans votre livre. Oui, je veux qu'on en parle pour rassurer le professeur Abbé, par exemple, que sur un certain nombre de sujets dans ce pays, j'ai toujours dit, mon maître, c'est ma conscience. Et j'ai un certain, j'appelle ça, confort intellectuel qui me permet de ne pas aller dans les obligations, comme vous aimez dire, du ventre. Le problème des micro-projets, dans mon livre intitulé donc Député de Beauce, je l'avais intitulé les micro-projets ou l'épée de Damoclès, les marchés publics ou l'argent sale, où j'ai démontré qu'effectivement, pour celui qui a pour objectif de contrôler l'action gouvernementale, il ne serait pas bien qu'il se retrouve encore en train d'être exécutant. Ça, je suis d'accord.
Mais ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que dans le cadre des mutations, moi j'ai lu d'abord première chose, mutation parce que l'éditeur de publication est là. Hein, le rédacteur en chef a publié une avec une photo montée. Alors, on vient de voir une photo montée dans le site de la présidence avec tout ce que ça a fait. Mais la photo de la une, avec les députés, hein. tout à fait. Il faut lui montrer la photo, vous avez le journal. Non, la photo, pendant qu'on y est, elle est là. peut-être vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Attendez, je vous montre. Vous savez pas ce qu'on appelle photomontage. Alors, le vert ou jaune que vous voyez sur ce truc n'existe pas sur les photos d'origine. Il a été plaqué. Non, allez-y sur le site de l'Assemblée nationale. Ces photos sont prises sur le site. Je vous dis non, cette photo allez-y. C'est l'expert. Allez-y. Non, vous n'êtes pas expert en TIC, je suis désolé. Si c'est comme ça que vous parlez, vous n'êtes pas expert en TIC. Terminé. Première chose. Donc, je veux dire, en fait, s'il y a un problème moral dont il a parlé maintenant, mais la une du journal parle d'un scandale, comme s'il y avait donc, en fait, une entrave à la loi. Or, dans son propre journal, dans tout ce qu'il dit, il raconte que les députés ont suivi une méthodologie agréée par le ministère de l'économie pour faire des micro-projets alloués aux populations. Mais la question qu'il se pose, et qui est dans le droit de se poser, mais sans mettre que c'est un scandale, c'est de dire, est-ce qu'ils auraient eu cet argent s'ils n'étaient pas députés? Et est-ce que maintenant qu'ils ont cet argent de ces ministres, ils peuvent encore être objectifs en vue de ce voilà truc-là? Le scandale. Mais le problème, c'est que quand vous voyez au Cameroun scandale, voilà le scandale. tous les Camerounais partent dans l'idée que ces personnes ont dilapidé 100 millions. Allez dans le problème des personnes que je ne veux pas débattre. Aman, pensez que vous avez que vous l'éduquez. On ne se contente pas de lire la une. Mais si vous éduquez, c'est pas avancer. Mais vous ne pouvez pas les éduquer en les éduquant. Si vous voulez, on dit un mot sur la question des micro-projets. Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai même souligné. Les députés disent que l'argent des micro-projets qu'il leur a alloué n'est pas consistant pour eux. Est-ce qu'il faut relever la cagnotte de 8 millions à eux alloués? Non. Il y a l'État du Cameroun, il y a le journal des projets qui sort en début d'année, où les députés eux-mêmes valident les projets qui vont être exécutés dans chaque circonscription. Et c'est de l'argent public, c'est le ministère de l'économie, le ministère des finances qui paye, et chaque ministère, dans le cadre de ses attributions, gère ses projets. Ce n'est pas aux députés à aller identifier les bonnes fontaines pour les faire. Les députés ont vraiment du travail à faire. Ça c'est pour répondre à votre question. Mais pour répondre à l'honorable Dinda, qui tout à l'heure a retourné la question en mélangeant la fortune publique et la fortune privée. Un entrepreneur privé, créateur d'un journal, créateur d'un organe de presse, créateur d'emplois, peut tout à fait créer ses emplois et faire ce qu'il veut de son argent. Sans respecter la loi. Je n'ai pas terminé. Il peut par exemple dans le respect de la loi. Il ne respecte pas la loi. Mais vous ne pouvez pas mélanger. Monsieur ne respecte pas la loi. Monsieur Dinda, vous ne pouvez pas mélanger, vous ne pouvez pas mettre sur un point d'égalité la fortune publique qu'on a donnée à quelqu'un et il en fait ce qu'il veut, et quelqu'un qui de façon privée a créé ses moyens et en fait ce qu'il veut. Faites attention. Je suis d'accord avec vous. Vous avez mélangé ça. Sauf que vous dites vous avez mélangé ça pour noyer le poisson afin que les gens se perdent. Dans le cas afin que les gens se perdent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un type qui a créé son entreprise et qui fait ce qu'il veut de l'argent. Et un type qui prend l'argent de l'État et il fait ce qu'il veut de l'argent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Monsieur Dinda, vous voulez mélanger les gens. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas intellectuellement honnête. Juste un mot. Ce n'est pas honnête. Pas tous à la fois. Monsieur Dinda, je ne mélange pas. Un type qui prend un risque, crée une entreprise, crée des emplois et fait ce qu'il veut de son argent, ce n'est pas un type qui... Dans le respect de la loi. Ce n'est pas un type... En respectant la loi. Ce n'est pas un petit fonctionnaire qui prend l'argent de l'État pour faire ce qu'il veut. Ce n'est pas la même chose. Mettez toujours en respectant la loi. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau de responsabilité. Honorable Dida, Aman Mana, on a bien compris qu'il y a une différence entre l'argent. Dans un cas, vous avez créé votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Dans d'autres cas, vous prenez l'argent des Camerounais, vous en faites ce que vous voulez. En respectant la loi. J'ai parlé de respecter la loi. Moi, je voulais ajouter quelque juste chose. Une précision et puis je constate que l'honorable a pris au parti d'égarer les téléspectateurs et même ceux qui sont juste une précision. Le photomontage n'est pas interdit en journalisme. Il faut le savoir, comme vous êtes expert. Comme vous êtes expert, non. Si ça venait même à être un photomontage, ce n'est pas interdit. Maintenant, il y a eu un problème par rapport à un photomontage, pas d'amalgame. Ce photomontage n'a rien d'illégal, n'a rien de faux. Sont-ils députés? Oui ou non?
Ils sont députés. Ils sont députés. Est-ce qu'ils doivent porter des écharpes? Si. Ils doivent Alors, porter où est le des problème? Ok. Donc, il ne faut pas nous égarer. C'est différent du président qui se retrouve dans un endroit où Oui, il il ne faut est pas nous égarer. non, Merci Il pour n'est la pas précision. expert. Merci. Je ne parle plus de cette Est-ce que affaire. l'écharpe est bien placée? Moi, je voulais conclure dans cette affaire. Ce que je voulais démontrer, c'est que en lisant les journaux, j'ai donc ici Mutation, j'ai le jour, j'ai amené que les deux là parce que c'est avec vous serez là. Hein? Donc le jour, oui, qui parle de ce problème, l'argent qui divise le truc là. Je dis, ce que je ne comprends pas, c'est le traitement de l'information qui est fait. Quand vous lisez vous-même ce que vous avez écrit, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, vous avez vérifié que l'argent qu'ils ont eu, c'est en respectant les lignes du ministère, qu'ils ont dit aller investir sur la base. Vous avez même donné le nom des GIC qui font ce travail-là pour les populations. Vous avez lu l'article de manière Georges, éduquée. s'il vous plaît, Georges Alain, laissez-le. Non, il n'a pas lu la parole. Il parle de nos jours. alors. Non, s'il vous plaît. J'ai souligné, L'honorable. c'est souligné. Ok, Non, d'accord. l'honorable. Alors, J'ai Souley, souligné. je vous Il y a une donne la entorse à la parole. vérité. Je vous donne la parole. Il y a Est-ce qu'il y a une pas entorse à la d'entorse. vérité? Mais la vérité est Ok. donc de dire où est le scandale par rapport Le scandale, c'est Moi, je vais montrer là où il y a le scandale, il y a scandale. Pourquoi? S'il Parce vous plaît, s'il vous qu'on ne plaît, peut pas donner de Georges l'argent Alain, on sans va avancer. contrôle a priori. Georges Alain, on va savoir si le Georges projet Alain, existe. s'il vous plaît. Ne On va- serait-ce que sur ce point-là. Georges Alain, peut-être en 30 secondes, le scandale se trouve à quel niveau? Je vais vous montrer là où il y a le scandale. D'abord, vous avez posé une première question à Manmana. Manmana. Est-ce qu'il faut augmenter l'argent des micro-projets? Je suis même pour qu'on enlève cette affaire d'argent des micro-projets pour les parlementaires. Ce n'est pas leur travail. Le travail du parlementaire, c'est de voter des lois qui vont réguler et encadrer les activités qui mènent au développement et au bon fonctionnement de la République. Ça, c'est vraiment simplement cela. Leur donner de l'argent, à mon avis, c'est de l'argent de poche qui ressemble tout simplement à de la corruption. Là où il y a scandale dans cette affaire, c'est que M. Abbé, que je suis, aurait monté la même procédure, que je suis à peu près sûr à 100% que je n'aurais pas obtenu les mêmes financements. Il y a donc un problème de conflit d'intérêts. C'est parce que quelque part, il y a un échange de faveurs généralisé qui s'introduit entre les députés et le ministre et qui leur fait un certain nombre de faveurs pour passer entre les mailles au niveau du contrôle, du travail de contrôle parlementaire que les députés et les sénateurs doivent pouvoir faire à ce niveau. Et à mon sens, à partir de ce moment-là, il y a effectivement un scandale. Il n'y a que des scandales Alors, dans cette outre affaire. la question des micro-projets, Souley, je vous pose la question maintenant. Les députés réclament une augmentation des indemnités mensuelles qui s'élèvent à environ. Les gens qui ne travaillent pas 800 000 réclament des francs indemnités. CFA. Et donc, Ils ne travaillent même pas déjà. Il faut des gens qui travaillent. C'est une revendication C'est de ça. trop, Souley. C'est votre avis également? Bon, maintenant que je Vous pense avez la que parole. je suis aussi panéliste, parce qu'à un moment donné, je pensais que j'avais été oublié. Je vais d'abord... On vous remet en selle, Souley. Oui, c'est le cas de le dire. Je vais dire que il ne faut pas qu'on fasse peut-être le problème là, il n'y en a pas. Peut-être que l'affaire a fait d'autant plus de problèmes parce que ces 110 millions, c'est aux députés du Sud. Parce qu'ils sont supposés être, ou alors ils sont de la région natale du chef de l'État. Et parce que je suis allé dans les registres, n'est-ce pas, du ministère de l'économie, et je me suis rendu compte que tous les députés ont l'argent, mais ça ne fait pas autant de grabuge. Et on m'a laissé entendre qu'en réalité, il y a des lignes qui existent pour aider les députés à cela. Ce qui n'enlève rien au fait que ce n'est pas le travail des députés. Mais on se retrouve dans un pays où les députés sont nommés pour la majorité. Ils ne peuvent pas capables, ils ne sont pas capables, n'est-ce pas, de faire passer des propositions. On l'a vu. On a vu quand les députés du RDPC ont voulu taper sur un endroit, on a dit c'est pas votre problème, c'est pas de quoi aller voir ailleurs. Du coup, ils doivent prendre du travail quelque part. C'est pour ça que peut-être la présomption de bonne foi fait qu'ils se retrouvent dans les micro-projets. Moi, je voudrais dire que quand vous avez été dans le Sud, parce que je ne pense pas, ça c'est vraiment, je le dis de façon très en haut, je ne pense pas que les députés qui appartiennent à la région natale du président de la République n'ont pas droit à leur part. Non, Surtout, Vous parlez en termes de part. quand on est dans la surtout que quand vous allez dans le Sud, vous vous rendrez compte que M. Biya a davantage promu des gens au poste de DG des ministres,
mais qui n'ont presque rien donné pour le Sud. Moi, j'ai couvert systématiquement les élections au Sud. Donc, sur ce point-là, sur ce point-là, question maintenant de l'augmentation. Vous permettez que je chute? Sur ce plan-là, je crois que je dois avoir 3 fois la parole parce que les autres ont parlé plusieurs fois. Donc, laissez-moi d'abord dire sur ce point-là que si on admet, toute la journée, là, si on admet cela, maintenant pour ce qui est de l'augmentation, je pense que le pays, les députés estiment qu'ils travaillent aussi. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. C'est leur propre camarade qui est révélé qu'ils sont très souvent absents. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas à l'hémicycle avec eux. Le très honorable le révèle à chaque session. Ils ne travaillent pas. Je ne peux pas terminer puisque tout le monde parle à la fois. Vous avez la parole. Voilà. Je suis... Professeur, laissez sous les terminer. Je ne suis pas député. Je ne suis pas sénateur. Mais nous sommes dans un pays où les gens estiment qu'on les appelle les vénérables, les honorables, et ils ont plusieurs choses à faire. Qu'on leur donne même le budget de tout le pays. Qu'on leur donne même le budget de tout le pays. Donc, la question, est-ce que qui justifie n'est-ce pas, l'adéquation entre le travail et le salaire qu'ils perçoivent, surtout pour ce qui est de l'administration publique. Et comme les députés se considèrent comme, n'est-ce pas, faisant partie de l'administration publique, parce qu'ils émergent dans la fortune publique. Ils ne font pas partie de l'administration. J'ai dit ils se considèrent comme. Je n'ai pas dit qu'ils sont. D'accord. Ils émergent, n'est-ce pas, à la fortune publique. Donc, en ce sens, de ce point de vue, ils pensent qu'ils doivent être au même niveau que les sénateurs, parce qu'ils diront qu'ils travaillent plus que les sénateurs, parce qu'ils travaillent sur le terrain. Ok, honorable, sur cette question. Non, moi j'ai toujours dit, le livre dont on parle, et on ne revient que dessus, est sorti en 2007, nous sommes en 2015. Donc il y a 8 ans, je disais, les micro-projets, pour moi, c'est une entorse à notre Constitution. Maintenant, le député a besoin de faire les lois. Et je ne cesse de le dire, les députés aujourd'hui ne sont pas outillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, par exemple, les cabinets parlementaires. Un député ne peut pas... Non, ils n'ont pas l'argent pour ça. Écoutez-moi aussi, laissez-moi aller jusqu'au fond. Vous êtes coutumier de ceux qui stoppent les gens. Je suis qui pense qu'aujourd'hui, peut-être, on devrait transformer ça, si on veut, en une dotation pour que les députés et les sénateurs aient des cabinets parlementaire. Il y a eu une affaire, cette session, la proposition de loi qui a été rejetée de mon ami Aoudou. Bon, je le cite là, c'est un ami en termes de personnes. Ah, là, c'est autre. Voilà. Vous citez les amis. Voilà, je cite un ami parce que là, il va parler. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché un manque de fondement, j'appelle ça technique et scientifique, sur le projet qu'il a mené. Est-ce que l'impact qu'il proposait... Oui, c'est passé. Je pense que si aujourd'hui il avait de l'argent avec un cabinet parlementaire, il pourrait donc faire appel à des cabinets d'études pour étoffer sa proposition de loi, pour que l'exposé des motifs qu'il a portés puisse toucher toute la nation, parce qu'on lui disait, on ne voit pas l'impact sur toute la nation. Tu t'es appuyé sur quelques régions, y compris la tienne, on veut voir plus. Et lui-même l'a dit, j'ai peur qu'un de ces 4 matins, le ministère amène ce projet, mais le ministère va l'amener, l'ayant complété sur le point de vue national. Donc si on peut plutôt, moi je pense, transférer aujourd'hui les micro-projets aux parlementaires, en leur intimant l'ordre d'avoir des cabinets parlementaires pour que la production parlementaire en termes de proposition de loi augmente. Moi, c'est ma proposition, c'est ce que je pense. Georges Alain a pu en malheureusement, l'honorable Ndinda qui regorge de bonnes idées, moi j'ai lu son livre, ce qui est un livre intéressant par rapport à l'activité parlementaire, n'a pas fait cette proposition pendant qu'il était député. Il est plutôt réputé avoir mené une réflexion sur la modification de la Constitution en 2008. C'est lui le premier député qui fait la réflexion qu'il faut modifier la Constitution. Je suis un peu gêné en 2007. Voilà. Et le livre a été écrit en 2006, j'étais député. Ces propositions sont dedans. Il est paru quand? En 2007, bon, pendant tout votre bail à l'Assemblée, non, je suis un peu gêné parce que... Qui ne dit pas les choses mauvaises. Non, on est venu vous écouter. Georges Alain. On est venu vous écouter. Georges, ensuite on va terminer avec... Non, on va terminer. Il est l'un des rares... L'émission n'est pas terminée. Il est l'un des rares qui, dans un livre, a mené une réflexion pour l'avenir. Mais je regrette, malheureusement, il n'a que fait un mandat pour un certain nombre de pratiques au sein de son parti, mais il a été réhabilité comme sénateur suppléant. Mais c'est une réflexion qu'il faut effectivement mener.
Je suis un peu désolé que ses collègues, ceux qui sont venus après lui, ne récupèrent pas cette idée. Ils ont plutôt récupéré l'idée sur la modification de la Constitution de 2008, mais ils n'ont pas récupéré... Alors, Aman Mana, est-ce qu'on peut rêver d'un équilibre des trois pouvoirs au Cameroun, l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire? Non, vous parlez là d'une chimère. Nous sommes dans un système où le président, c'est la nation, le président, c'est la patrie, le président, c'est la justice, le président, c'est la loi. C'est un système présidentialiste et qui va jusqu'au bout de ce que ce système peut avoir comme j'allais dire, comme caricature. Rien ne peut se faire, rien ne peut se décider réellement sans qu'il y ait le OK du président de la République au Cameroun. Au tribunal, lorsqu'il faut arrêter les gens, c'est le président de la République qui met son OK. À l'Assemblée nationale. Donc, écoutez, nous sommes dans un système, peut-être ce système changera plus tard, après M. Biya. Peut-être que ça changera. Ce sera d'ailleurs la clé. C'est d'ailleurs la clé du Cameroun. Il faudra que ça change. Et que ça change par là. On ne peut pas continuer dans un système comme cela où la clé de voûte de tout un pays est suspendue, j'allais dire, aux artères d'un homme. Oui. Je voulais d'abord dire premièrement que le DP Aman Mana est très très gentil. Nous sommes dans un système personnaliste à tendance monarchique. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire que M. Biya a droit de vie et de mort sur nous tous. C'est-à-dire il peut se lever aujourd'hui, il dit, bon, Claude Abbé, ça n'existe plus. Aman Mana, c'est fini. C'est bon, ouais. Et au sortir d'ici, on est... c'est la réalité. Lisez la Constitution, lisez un certain nombre de textes qui ont été votés pour essayer de compléter la Constitution. Vous vous rendrez compte que, en réalité, c'est un pouvoir personnel à tendance monarchique. Et je voudrais dire que c'est intéressant ce que dit l'honorable Ndinda au sujet du fait qu'on doit créer des cabinets pour donner la possibilité aux députés de créer des cabinets. J'avais la faiblesse de penser que le salaire très élevé, ça j'insiste là-dessus, très élevé que reçoivent les parlementaires. Parce que comparé à la moyenne dans l'ensemble du pays, ils sont à 2-3 fois le salaire de chacun des Camerounais. Excusez-moi. Ils disent qu'ils sont moins payés dans la sous-région. Excusez-moi. Moi, je suis en train de parler des réalités d'abord du Cameroun, avant de regarder ailleurs. Au niveau du Cameroun, j'avais la faiblesse de penser que dans ce salaire-là, on avait pensé qu'il y avait une volonté de professionnalisation de la fonction parlementaire. Et que là-dedans, on avait cru que le parlementaire avait le besoin de s'équiper intellectuellement et sur un certain nombre de questions dans lesquelles il ne serait pas lui-même tout à fait fort aise pour pouvoir se déployer. Si aujourd'hui on doit nous dire qu'on doit encore revoir et ajouter et augmenter de l'argent pour qu'ils créent des cabinets parlementaires, il me semble que c'est une tricherie. Et deuxièmement, pour terminer, d'ailleurs moi je ne suis pas habituellement long. Deuxièmement, l'autre chose qu'il y a là-dedans, c'est que les propositions, les projets de loi, puisque les propositions elles sont quasi inexistantes, les projets de loi arrivent très souvent 1 ou 2 jours avant. Si ce n'est même pas 2 ou 3 heures avant d'être un cabinet parlementaire, vraiment, il serait inopérant. Et du coup, la proposition que fait l'honorable Ndinda est une proposition qui peut s'appliquer au paradis, pas au Cameroun. Ok, merci. Allons à présent à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, où l'eau de source fait l'objet d'un commerce d'un autre genre. Les jeunes envahissent la source aux premières heures de la journée pour puiser de l'eau et ensuite pour aller revendre au centre-ville de Bertois. L'activité qui gagne du terrain et fait plutôt des heureux. C'est le reportage de la semaine qui porte la signature, comme tous les dimanches, d'Arnaud Ngefak, Michel Nga
et Francis. Des bidons comme en assemblée générale à la source de Mokolo, un quartier populeux de Bertoua, à l'est du pays. C'est le point de ravitaillement en eau de presque toute une ville. Cette eau-là, devenue produit en bon marché, est créatrice de richesse pour les jeunes de la cité. Je suis entré dans le métier et je me suis rendu compte que ça valait mieux que zéro. Donc petit à petit, j'ai progressé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est avec ça que j'ai nourri la petite famille et on parvient à vivre, à économiser. L'eau, c'est devenu comme mon business que j'ai fait ici à Bertoua. Donc, si je ne profitais pas de ça, je n'allais pas rester jusqu'à les 2 ans que j'ai fait dans ça. Une source d'eau, le cœur du business. Comme matériel de fortune, des bidons, le porte-tout, le turbo de propreté, des gobelets, carafes et petites bouteilles pour les détaillants. Pas toujours facile de les avoir, ces petites bouteilles. On les achète ou on trouve, peu importe le lieu. On peut payer les bouteilles dans les hôtels, dans les auberges. On vient laver avec le détergent. Et nous aussi, avec l'eau de Javel, et nous aussi, on sert pour nous dedans. Le remplissage, c'est par ordre d'arrivée. First come, first to go. Ça commence toujours à l'aube et se termine aux premières heures de la matinée. Et les chiffres de production de cette industrie à eau sont impressionnants. Par jour, nous sortons au moins 1000 bidons. C'est au moins 1000 bidons parce que c'est vrai, ce n'est pas catégorie, mais il y a des gens qui puisent près de 150 bidons, d'autres qui puisent 100 bidons. Et c'est vrai, il y a aussi ceux qui, par jour, ne peuvent puiser que 30-40 bidons. Direction alors pour le centre-ville, des bidons à bord des porte-tout. 2 hypothèses d'écoulement. D'abord, les détaillants. Des comptoirs aménagés qui font office ici de thérapie pour toutes les soifs du coin. Ce comptoir nous aide beaucoup ici au Carrefour. Et quand vraiment nous avions un problème d'eau ici, là, c'est ici dont nous dirigeons pour avoir un peu le besoin d'eau. 100 francs pour chacune des bouteilles d'1,5 litre contenant plus contenu. On va à 100 francs parce qu'on paye la bouteille à 50. On lave, on charge l'eau. On doit aussi en profiter 50 derrière. On peut vendre même 50 bouteilles par jour. Quand il pleut, pour nous, notre marché ne donne pas. Mais quand il y a le soleil, on en profite plus. Il y a ensuite les grossistes qui ne souffrent ni de soleil ni de pluie. 150 francs pour 20 litres de liquide nu. Et ce ne sont pas des clients qui manquent. Et on les livre à domicile. Et ceux qui sont au marché, qui doivent utiliser, surtout les musulmans, qui doivent utiliser pour la prière, pour laver les sols et pour laver les sols. Ceux qui ne peuvent pas arriver facilement à la source, ceux qui sont occupés. Surtout les ménages, gagnés par la loi de l'ordre, qui doivent attendre la fin de l'épisode commercial ou bien et se réserver aux enfants, cueillir les gouttes perdues tout à côté. Voilà, on revient sur ce plateau pour terminer avec la première thématique. Soulé avait certainement beaucoup de choses à dire sur la question du Parlement, les questions, le contrôle du Parlement. Soulé ? Oui, moi je voulais relever un fait. Et ça, c'est en réalité, c'est une équation personnelle. Il ne faut pas qu'il transparaisse au sortir de ce débat que nous avons jeté les députés ou l'action en pâture. Il y a des bons députés qui ont, n'est-ce pas, bénéficié d'une légitimation populaire. Moi, j'en connais plusieurs. Parce que j'y ai été, j'ai vu. Un goût de n'est-ce la pas? même. Bon, peu importe. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a... Et on n'a jamais dit que tous les députés étaient Non, mauvais. je voulais dire qu'il y a des députés citoyens. Et puis, il y a des députés qui vont dans le sens... Non, il faut dire qu'il y a des députés qui travaillent, n'est-ce pas, au bénéfice et à l'avantage des peuples qui les ont portés
à l'Assemblée nationale. Lorsque j'ai dit cela, c'est pour amener les uns et les autres à dire qu'il faut qu'on soit honnête. Et il faut... La moralisation de la dépense publique dont il est question ici, n'est-ce pas, n'est pas seulement l'affaire des députés. S'il est admis que le Cameroun a admis qu'il y ait des lignes pour financer des micro-projets, moi je suis d'accord avec le Sud, malheureusement. Peut-être pour prendre le pied de nez de certains, parce que tout au moins, il y a un principe qui apparaît, celui des députés de s'organiser en un groupe et d'aller négocier. La lésion, ce n'est pas un problème. Mais moi je souhaite même que si on ne peut pas atteindre les propositions de l'honorable, qu'on atteigne le fait que les députés doivent fonctionner à visage découvert, qu'ils s'organisent et en groupe qu'ils viennent déposer des projets bancables. Et si c'est faisable et que ça va dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions de vie des populations, que ce soit les GIG, les micro-projets, c'est pas son rôle, d'accord, nous sommes unanimes que ce n'est pas leur rôle. Mais nous sommes dans une histoire où la nation a horreur du vide. Si il faut attendre 50 ans pour goudronner la route Batyenga-Ntui-Yoko, comme c'est le cas. Et si entre-temps, il y a des gens qui ont obtenu, n'est-ce pas, des micro-projets pour cela, il faut le faire. Par rapport à cela, j'ai dit, monsieur le Bouba Ngomna, il y a des députés qui font, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leur population, s'ils accèdent à certains crédits. Maintenant, il faut instruire le contrôle, je suis d'accord. Et dans le cas d'espèces, tant qu'on n'a pas encore contrôlé l'action, ou alors ce qu'ils ont fait avec les 110 millions, on ne peut pas déjà jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut attendre, par exemple, que ce qu'ils ont proposé, ils ont suggéré. Et c'est pourquoi, contre quoi, on leur a donné de l'argent. Soit fait. Si ce n'est pas fait, maintenant c'est autre chose. Et si ce n'est pas fait dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions de vie. Et puis je continue à penser que tous les députés qui ont aidé à la ventilation de cette information parce qu'ils ont été lésés, qui se regardent dans une glace pour penser que tous les députés du Cameroun vont, peut-être le soir ou bien la nuit, voir le ministère de l'économie. Une petite précision. Sauf que il n'y a pas que les contrôles a posteriori, il y a les contrôles a priori. Est-ce qu'on peut s'asseoir autour de cette table, me poser une doléance de 100 000, je vous donne, sans me rassurer que le projet existe effectivement? Comment vous savez que c'est un... Non, mais c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas le savoir. On a enquêté auprès de ces députés. Il n'y a pas eu d'enquête. Monsieur Boyama, vous ne pouvez pas le savoir. Même au vous ne pouvez pas le savoir. Moi, j'ai enquêté au moins sur ça. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut accorder... Sur pièce et sur place. Non, mais il faut accorder la présomption, n'est-ce pas, de bonne foi. 10 millions, attendez que les 10 millions... Attendez, c'est de l'argent quand vous public. dites 110 millions, c'est sur 8. Il faut l'argent public, on ne blague pas. Georges Alain, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut accorder le bénéfice, n'est-ce pas, où il y a la présomption de bonne foi ou alors la présomption d'une bonne moralisation de la dépense publique. Attendons que ça ne se réalise pas. Et même de ne justifie pas l'argent des micro-projets. Georges Alain, allez à l'Assemblée. Georges Alain, s'il vous plaît. J'espère que vous avez égalisé votre temps de parole maintenant. Ça va? Il a même dépassé. Ok, d'accord. On sort avec... Si Claude avait ne me coupe plus, ça va. Non, ça va. Là, vous êtes maintenant satisfait. On termine sur cette question avec vous, honorable, finalement. Tout à l'heure, le professeur Claude Abbé posait un problème d'acceptéisme des députés. C'est quand même un problème grave, non? Je n'ai fait que reprendre ce que Kabila a dit. Oui, comme il le rectifie, c'est le Parlement qui le pose. Oui. Mais le problème... Mais c'est grave quand même, non? Oui, c'est grave et je vais... Il faut l'école buissonnière. Alors, je suis en train de vivre quelque chose de formidable. Lorsque j'étais étudiant, je détestais certaines personnalités qu'on invitait et qui vous rappelaient toujours dans mon livre. Je suis obligé de le faire maintenant aujourd'hui parce que je dis ceci. Il y a les mécanismes institutionnels qui veulent qu'il y ait des missions, qui veulent qu'il y ait des choses qu'on fasse. Je l'ai regretté dans mon livre que pourquoi pendant les sessions on continue à le faire. Parce que ça aussi, il faut le regarder. Quand le président le dit, il le dit par rapport à ceux qui volontairement ne viennent pas. Je suis allé plus loin dans mes investigations. Souvent, ce qui est incroyable, c'est que par exemple, les parlementaires de la région de Yaoundé ou du centre sont très souvent sollicités ailleurs. Et le quorum est atteint parce que des parlementaires de ceux qui viennent donc de l'extrême nord ailleurs sont présents. C'est des choses qui demandent un réajustement dans même les articulations du fonctionnement du Parlement. Parce que nous ne pouvons pas
faire que lorsqu'un député a été envoyé en mission avec une période qui correspond avec la session, dire encore qu'il a été absentéiste. Il y a aussi cette culture que nous avons dans notre pays aujourd'hui de fêter tout. Nous fêtons le 8 mars, nous fêtons le 24 mars, nous fêtons... c'est camerounais. Je vais dire que moi je le regrette, mais comme je vis dans un pays où il y a quand même déjà une certaine culture qui existe, ce n'est pas moi qui peux du jour au lendemain dire aux Camerounais, à partir de tel jour, on ne fera plus... Oh, le 8 mars tombe, ou le 24 mars, ou je ne sais pas quelle période, avec la période où nous sommes en pleine session. Et alors les députés qui se déplacent, qui reviennent tard. Moi, je pense que c'est un problème déplorable. Il faut effectivement que les députés travaillent, comme le dit donc le professeur Abbé. Mais je voudrais rappeler au professeur Abbé, il ne sait peut-être pas, il y a des pétitions à l'Assemblée nationale où les parlementaires eux-mêmes ont demandé à ce qu'on leur ajoute une 4e session. Ça existe. Mais avec des députés absentéistes, même si c'est 5 sessions. Ils veulent augmenter le temps de travail. Donc je ne pense pas que dans ce cadre-là, on puisse dire ce n'est pas vrai. Mais ça sort de beaucoup de choses et il faut maintenant aller à la source pour résoudre ces problèmes. Bouba, cette pétition existe aussi parce qu'ils ne viennent pas se réunir pour rien, les députés. Lorsqu'ils se réunissent, il y a les frais de session. Il y a, en dehors des indemnités, il y a les frais de session. D'ailleurs, les députés négocient souvent des sessions extraordinaires parce qu'il y a un relèvement de la dotation financière qui leur est donnée. Donc ce n'est pas pour les beaux yeux, du peuple. Quand il s'agit de leurs intérêts, ça c'est ce qu'on appelle donc la présomption toujours. Comme disait donc Soulé. Vous êtes d'accord avec Soulé? Vous êtes ceux qui disent on ne travaille pas assez et quand on dit qu'il faut le faire travailler, vous dites que vous voulez travailler parce que vous voulez gagner encore. Vous voyez un peu, ça c'est ce que donc disait Soulé. Et pour une fois, je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a une présomption de mauvaise foi qui prévaut au Cameroun. Vous critiquez des gens qui ne travaillent pas assez, et quand je fais une proposition dans le sens où je dis qu'il y a une proposition dans le sens qu'ils vont travailler plus, vous dites, s'ils l'acceptent même, c'est parce qu'ils vont encore gagner plus. Réglons les questions préjudicielles. Pour une fois, vous êtes d'accord avec Soulé, on espère que ce n'est pas seulement quand ça vous arrange. On termine avec vous sur la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement, Ahmad Mana? On peut retenir que les députés de la République du Cameroun n'ont aucun pouvoir, aucun travail et réclament plus d'argent. Ok. D'accord. Merci. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ne travaillent pas, ils réclament plus d'argent. On va prendre la deuxième thématique consacrée, bien sûr, à un autre scandale de bébés volés ici à Yaoundé. L'hôpital de police est situé dans l'enceinte de l'École nationale supérieure de police, à côté du groupement mobile d'intervention, le GEMI, avec tous les moyens de sécurité et d'intervention que cela comporte. Comment comprendre, par exemple, professeur Claude Abbé, qu'un individu puisse réussir à entrer dans ce contexte, voler un bébé et puis ressortir sans trace? En fait, on est aujourd'hui dans une société où s'est développée une culture de l'insécurité. C'est-à-dire l'insécurité s'est généralisée et ça s'est généralisé tant et si vrai qu'on n'est plus à l'abri de rien. Aujourd'hui, c'est devenu dangereux d'accoucher dans un hôpital. Moi, j'encourage les femmes à ne plus aller accoucher dans les hôpitaux. Parce que si... Excusez-moi. Elles vont accoucher au professeur. Beaucoup d'individus ont été... Permettez-moi. Si au fond, je dois aller faire en sorte que mon enfant naisse dans un hôpital pour que je ne l'aie plus par la suite, tant qu'à faire, il vaut mieux recourir à une matrone. Il y a plein de gens qui ont... Excusez-moi, il y a plein de gens qui ont eu recours à des matrones, les premiers parmi ceux qui gouvernent au Cameroun aujourd'hui, ils ne sont pas moins vivants. Donc, à ce titre-là, en attendant qu'on sécurise les formations sanitaires, moi je dis, j'encourage les femmes à ne plus aller dans les hôpitaux. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un dispensaire qui est situé, et ça c'est le pied de nez le plus grave, qui est situé dans une enceinte de police, c'est-à-dire un quartier général, de police, qu'un enfant disparaisse, et ça va bientôt à 1 mois aujourd'hui, et qu'on ne sache pas ce qui s'est déroulé. Et en mon sens, je crois là qu'il y a quelque chose qui est suffisamment grave. Parce que ça fait rire les Camerounais lorsqu'on le dit, mais on ne peut pas s'imaginer la douleur de l'enfantement et la douleur que peut vivre cette dame qui aujourd'hui ne sait même pas où se trouve
son enfant, si jamais elle retrouvera l'enfant. On s'est amusé avec le cas Vanessa Tchatchou. En voilà un autre. Heureusement, celui-ci est repris également par les médias. Combien se déroule à travers le Cameroun qui ne sont pas mis en lumière par les médias? Il me semble donc que l'insécurité, ce n'est pas que Boko Haram. L'insécurité s'est emparée du Cameroun. Alors, Aman Mana, 2 semaines déjà que cela dure, du dimanche 29 mars à ce dimanche 12 avril. Curieusement, les responsables de la police sont muets sur la question. Le délégué général à la sûreté a dit avoir ouvert une enquête et les autorités administratives n'ont encore rien dit. Quelle interprétation vous pouvez donner à tout ce silence? Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le niveau de sécurité qu'il peut y avoir dans notre pays, d'abord dans la suite de cette affaire. Ça veut dire que quelqu'un animé d'un autre type d'intention peut s'immiscer dans le quartier général de la police camerounaise, faire ce qu'il veut et repartir sans que personne ne sache et personne n'ait la moindre trace. Ça m'embouche un coin parce que par les temps qui courent, j'aimerais bien vivre dans un pays où je me sens protégé par la police, que mes impôts payent pour le faire. Ce n'est pas le cas. Mais je ramène cette affaire à l'affaire Vanessa Tchatchou pour parler de la banalisation de la gravité. Je me dis, est-ce que dans notre pays, il y a encore finalement... est-ce qu'il y a une ligne jaune dans ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas? Je me pose des questions, je me demande si c'est encore possible. Parce que quand vous voyez la façon dont cette dame a été traitée, et c'est même le cas, pareil, pour Vanessa Tchatchou, ils ont été expulsés de l'hôpital par perte des profits. Par perte des profits, on me dit, écoutez, circulez, il n'y a plus rien à voir ici. Je me pose des questions, je me dis, je ne comprends pas. Et aussi bien, nous sommes seuls, nous, les petits médias, nous agiter, quoi. L'agitation, c'est seulement dans les médias, nous écrivons nos petits articles et ça passe. Je veux dire, vous ne verrez aucune mobilisation sociale, vous ne verrez rien. Et je suis vraiment embêté. Je me pose la question de savoir quand est-ce qu'il y aura, quand est-ce que les Camerounais poseront la question, diront que quelque chose qui s'est passé est grave. Parce que ce qui se passe là est extrêmement grave. C'est le deuxième bébé qui, en moins de 36 mois, disparaît dans une maternité, dans la capitale du Cameroun. Et ça n'émeut personne. Nous sommes embêtés quand même. Honorable, jusqu'ici, on n'a pas encore entendu une sanction officielle, mais de sources bien introduites. Tout le personnel civil qui travaillait là-bas a été chassé, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que c'est une affaire close déjà? Non, je ne pense pas que ce soit une affaire close. Je vais commencer par l'affaire elle-même. Est-ce que ça valait la peine de chasser ce personnel civil-là? Dans la mise en ordre de cet établissement hospitalier qui appartient au corps de la police, je pense que oui. Parce que, bon, là, je ne peux pas mettre en doute le professionnalisme des journalistes en place, mais moi, je connais cet hôpital. Lorsque vous passez par l'entrée principale, celle qui va dans l'école de police, il y a un filtrage, on vous demande ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais le sud de la sortie donne directement dans la broussaille. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer plus facilement, il vaut mieux passer par le bas, c'est-à-dire vous venez de l'échangeur droit, ce qu'on appelle échangeur droit, vous côtoyez la rive du bord de l'eau là, et vous entrez, vous êtes à l'hôpital. Il y a un problème de fond. Comment ça se fait que c'est un hôpital, et en plus, qui appartient donc à la police, à la délégation? Première chose. Deuxième chose maintenant, qui y va? Est-ce que cet hôpital a été fait pour soigner justement les fonctionnaires de la police ou toute la population? Parce que c'est un peu cet ordre qu'il faut mettre en place. C'est à ça qu'on en est aujourd'hui au niveau de cet hôpital. Moi, quelqu'un nous répondait tout à l'heure concernant l'incendie de la communauté urbaine en disant c'est arrivé un peu tard, sans qu'il ait voulu, mais ça peut peut-être résoudre. Moi, je pense que ce qui arrive à l'école de police va peut-être maintenant repositionner un peu ces hôpitaux, l'hôpital militaire, l'hôpital de police, et même d'une manière générale, donc, ce problème d'encadrement des établissements sanitaires au Cameroun. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre que quelqu'un brave d'aller entrer dans le sein des saints, prendre un enfant, ressortir avec et partir.
Parce que là-bas, il sait que n'importe qui aurait pu crier à l'aide, ça s'est fait. Donc, je ne sais pas si les fonctionnaires qu'on a mis à la porte avaient des contrats, ça c'est un autre aspect à regarder, s'ils étaient recrutés ou c'est simplement des gens qu'on prenait comme ça, comme des bénévoles ou des stagiaires, parce que moi j'ai lu un article, on parlait de stagiaires. C'est dans la presse que j'ai appris cette affaire, on disait qu'il y avait une stagiaire ou des stagiaires qui sont venus et qui ont constaté ceci ou cela. Donc, si c'est une occasion qui peut amener à une grande réflexion sur la sécurisation des établissements sanitaires, je dis, il est temps, il faut le faire. Restons sur la gestion de cette crise par le gouvernement. On se rend compte que le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Promotion de la Femme, Catherine Bakambok, Abena Ondoa, n'ont jusqu'ici pas réagi par rapport à cette affaire. Bouba, vous allez me pardonner que j'ai la voix cassée quand je vais parler de cette histoire. Parce que lorsqu'on a écouté les grands orateurs comme Haman Kodabi et l'honorable, ma modeste personne ne peut plus avoir grand-chose à dire parce qu'il s'avère que le Cameroun extériorise les gènes de l'anthropophagie et même du cannibalisme. Parce qu'un pays qui dévore ses propres enfants, c'est grave. C'est tout le temps plus grave que demain, quand les structures qui travaillent sur les droits de l'homme vont dire que le Cameroun n'est pas un pays de droits de l'homme, on va taper encore pour dire que les médias en font trop, ou bien les structures en font trop. Le premier droit de l'homme, qui malheureusement est l'exclusivité des femmes, c'est le droit à la vie, de donner la vie, le droit à la procréation. Les hommes ne l'ont pas, il n'y a que les femmes. Et c'est pour ça que je dis la voix cassée, parce que je vais raconter l'histoire d'Éléonore. Bouba, permettez que je la raconte. Et on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez juste seulement... Laissez-nous écouter quand même. Éléonore est une fille dynamique, entreprenante, qui a une gargote au pied de l'immeuble du Messager, qui vend à tout bout de champ des plats croustillants et qui finalement a réussi à capturer le palais et l'attention de presque 500 personnes qui tous les jours viennent manger chez Éléonore. Il y a une semaine, Éléonore n'est pas venue lundi, elle n'est pas venue mardi, elle n'est pas venue mercredi. Tout ce monde-là venait et rentrait avec l'air de chien battu. Quand Éléonore a fait l'apparition jeudi, je lui ai dit, mais comment tu as fait ça? Elle m'a dit, Yann était malade. Yann, c'est l'enfant de 16 mois d'Éléonore. J'ai dit, mais tu ne peux pas affamer 500 personnes parce que Yann est malade. Elle a dit, tonton Soulé, tu ne sais pas. Tout ce qui me reste, tout ce que j'ai, la seule partie de ma chair, c'est Yann. Quand Yann est malade, je ne peux rien faire d'autre. Traduction, je vais en venir. Non, laissez-moi. Si vous voulez, je parle de l'histoire, je ne parle plus. Si vous voulez. Alors, pendant que j'étais, elle me dit non. Le droit à la vie, que en réalité, c'est une agréable douleur pour une femme de donner la vie. Et elle est allée plus loin pour me dire que il y a même de gros risques. Il y a des dames qui perdent la vie en donnant la vie sur une table d'accouchement. Alors je me suis dit, mais, tout à l'heure j'ai aussi interrogé Marie-Claire. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai? Il y a une douleur. Elle me dit non, il y a beaucoup de femmes qui passent sur la table d'accouchement. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que Madame Catherine Bakambok, vous allez voir que j'en viens à votre question. Est-ce que Madame Catherine Bakambok, qui est ministre, qui a des enfants, aurait pu perdre sa vie en donnant la vie? Elle m'a dit oui. Est-ce que Dr Abena, qui en plus est médecin, ministre, aurait pu perdre la vie en donnant la vie à ses enfants? Elle me dit oui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu appelles ministre? Michel Obama aurait pu perdre la vie. Que même Chantal, en donnant Junior et Brenda, aurait pu perdre la vie. Je dis, mais comment pouvez-vous expliquer que depuis lors, ces femmes qui ont ressenti la douleur de Judith Viviane Douala, qui a donné la vie, comment pouvez-vous expliquer qu'elle reste si silencieuse, si... Maintenant, je me suis dit, mais ok, si Martin Bagangele, qui a donné l'ultimatum, ne connaît pas la douleur,
qui a donné la vie est resté tranquille. Si Mama Fouda, ministre de la Santé, qui est un homme qui ne connaît pas la douleur de la vie, ne comprend pas. Mais pourquoi Issa Chiroma Bakari parle de tout et s'occupe de tout, ne parle pas? Issa Chiroma Bakari, c'est l'acte 2, je vais finir par là. Issa Chiroma Bakari s'occupe de tout et parle de tout, a fait sauter le verrou, n'est-ce pas, du secret médical en disant que Bibi Ngota est mort de sida. Issa Chiroma Bakari parle de tout et s'occupe de tout, a dit que le fœtus de l'enfant de Vanessa est mort, le fœtus. Ils ont fait même les tests d'ADN sur le fœtus en décomposition. Maintenant, il s'agit d'un bébé vivant qui a été volé. Pourquoi Issa Chiroma Bakari s'occupe de tout et parle de tout, ne parle pas? D'accord. Alors maintenant, Georges Alain, on a compris. J'espère que vous ne prendrez plus la parole sur cette question. Parce que vous avez dit que c'est vous qui l'avez dit. J'ai promis à Judith que j'allais dire un mot. Elle m'a donné une mission. Vous allez me donner une seconde après. Soulé, ne faites pas croire aux téléspectateurs que je suis venu vous écouter ici. Alors, Georges Alain, on va terminer. Vous m'avez invité pour ça, non? Je ne suis pas venu vous écouter non plus. Je suis là pour distribuer la parole. Alors, Georges Alain, on a compris les autorités qui n'ont pas réagi, mais comment comprendre aussi le silence de la société civile sur ce scandale et puis des hommes politiques également? Je pense que c'est ça qui a manqué à la symphonie de Soulé. Parce que... Il n'y a pas vu l'histoire. Voilà, malheureusement, il y a quand même le RDPC qui est là, qui a une section au sein de son gouvernement, parce qu'il y a l'administration du RDPC a un gouvernement, comme ça on l'appelle le gouvernement du parti. Et il se trouve que le secrétaire général du comité central du RDPC est en même temps le ministre chargé des affaires sociales, de l'économie au sein du gouvernement du RDPC. Donc, à ce double titre-là, on se serait attendu à une réaction du RDPC. Mais il n'y a pas que le RDPC, il y a le SDF qui a un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement fantôme. Là-bas, il y a un ministre chargé du genre, il y a un ministre chargé des affaires sociales, aucune réaction. Il y a même des femmes qui sont à la tête des partis politiques, vous en savez quelques-unes, qui ne réagissent pas. Il y a le MRC, que j'aime bien, qui a souvent réagi sur des questions décisives, qui a même été souvent décisive dans ses réactions. Aucune réaction. La société civile, les ONG qui font du vacarme à la veille du 8 mars, et le 8 mars, est-ce que vous avez entendu cette déclaration? Donc, c'est ce que Aman Mana disait. Ça dit que ce silence, est-ce que les Camerounais jugent encore de la gravité de quelque chose? Peut-être pour eux, ce n'est pas grave. C'est-à-dire pour Abena Ondoa, qui est docteur dans ce domaine d'activité, qui ne réagit pas. Et on est obligé de citer les noms parce qu'à certains postes, il s'agit de femmes et qui ne réagissent pas sur un cas de femme, c'est quand même très grave. Donc, oui. On a tout banalisé chez nous. Non, ces silences, bon, on peut évoquer tous ces silences, mais le silence le plus grave, c'est celui de la police. Oui, la police doit retrouver cet enfant. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est le travail de la police de retrouver les enfants qu'on a volés. C'est son boulot et on est venu voler cet enfant au sein de la police. Mais la police doit nous dire. La police doit nous dire où est cet enfant, vous savez. Non, la police, parce que non. Vous allez prendre la parole. Là, vraiment. Il y a eu un acte de défiance vis-à-vis du patron de la police qui donne 48 heures. On ne retrouve pas le bébé. Et moi, ça me donne. Parce que la police camerounaise nous a habitués quand même à être rapide sur certaines questions. Vous savez, sur les meurtres de Mimboman, la police camerounaise nous avait trouvé quelqu'un. Vous vous souvenez? On nous avait trouvé un coupable. On nous avait présenté quelqu'un qu'on a jugé. Mais il faut que la police nous trouve. Mais sur cet aspect, la police camerounaise en général est quand même rapide quand l'affaire est grave. Moi, j'ai lu dans la presse, dans vos journaux, vous disiez qu'une enquête était en cours. Mais quand on veut classer une affaire, je me place maintenant dans le cadre d'un citoyen qui a acheté, donc à la rigueur, est-ce que vous voulez qu'il vous diffuse les secrets de l'enquête? Non, il y a une manière de communiquer. Ça se voit ailleurs. Ça se voit ailleurs. Il y a une manière de communiquer. Le directeur de publication, moi j'ai vos articles, vous avez dit une enquête en cours. Alors sur la question des enquêtes, ça n'empêche pas la police de communiquer. Honorable, même quand une affaire est sous instruction, on peut encadrer la communication. Ça se voit ailleurs sur les affaires de détournement de fonds et autres. On peut communiquer en sachant des éléments qu'il ne faut pas donner. Un bébé a été volé. Il faut déjà qu'on nous donne des éléments pour rassurer la population. Pour nous dire, écoutez, on a appréhendé des suspects à tel endroit, on pense que c'est d'aller dans telle ou telle direction. Ou alors peut-être que la police pense qu'elle doit faire des éléments, professeur Claude Abbé, on accuse le premier suspect, le père
du bébé. Pourquoi lui? Oui, parce que... C'est pas encore une accusation. Il est suspect. On parle de suspect. Il y a une suspicion sur lui parce que justement, ce que j'ai cru lire dans l'ensemble des journaux, il y a une absence de cohérence sur ses déplacements après qu'il est parti de l'hôpital pour aller à l'église. Et là-dessus, lui-même, semble-t-il, je pourrais le dire, semble-t-il, attention à violer le secret de l'instruction, n'arrive pas à dire avec précision comment il a marché. Mais là n'est pas le plus important à mon sens. À mon sens, ce n'est pas le plus important. Parce que suivre le pauvre bonhomme qui probablement lui aussi doit être dans une situation d'élabrement moral et mental. Parce que éprouvé par cette situation-ci, c'est probablement l'accabler davantage encore. Moi, ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est que ce n'est ni la première fois et probablement pas la dernière. Ça, oui, parce que, à mon avis, probablement pas la dernière. Parce que l'affaire Vanessa Tchatchou, ça nourrit les choux gras, c'est allé dans les tribunaux, ça fait tout ce qu'il fallait en termes de banalisation de l'humaine condition, de banalisation de l'enfantement, de banalisation du vol. Et finalement, on a envoyé cette jeune dame aux gémonies, c'est-à-dire se balader, circuler, il n'y a rien à voir ici. Et c'est la même chose qu'on vient de faire pour l'autre dame. Circuler, il n'y a rien à voir ici. Allez attendre. Le plus grave dans cette situation-là, c'est l'anesthésie collective qui s'est emparée de la société camerounaise. C'est-à-dire, moi je laisse même les institutions. Ça aurait pu être un événement véritable où, spontanément, même des femmes se soulevaient pour aller dire « Donnez-nous cet enfant, vous allez nous sortir cet enfant. » Avec des hommes, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que des femmes pour être concernées par une telle situation. Mais ça se passe comme si c'était une affaire, c'est l'affaire de l'autre, ça ne m'intéresse pas tant que ça ne touche pas à moi. Bon, cet individualisme maladif, pathologique qui s'installe dans notre société est un individualisme qui, ma part, remonte aux structures d'anesthésie collective de notre société qui nous entraîne vers une déperdition et vers une quête permanente de notre servitude. Donc quand la presse audiovisuelle en parle, ce n'est pas un éveil de conscience. Soulé, vous conviendrez. Les journaux en parlent, la presse enquête. C'est l'anesthésie. Vous êtes membre du Parlement, n'est-ce pas? Oui. Qu'a fait le Même Parlement? une question orale. À la suite de cela, qu'a fait le Parlement? Pour me montrer. Excusez-moi, ça fait au moins 2 semaines. Depuis 2 semaines. Non, il y a eu des questions orales au Sénat. Ne serait-ce qu'une démarche volontariste. Le vendredi, on aurait pu avoir au moins une question orale. Il faut combien de temps pour une question orale? 3 jours. En dehors de la question orale, 3 jours, il y a un certain nombre de regroupements à l'intérieur du Parlement qui travaillent à un certain nombre de questions bien précises. J'ai posé la question. Qu'est-ce que le Parlement a fait? La presse en parle aujourd'hui. La presse audiovisuelle enquête aujourd'hui. Comment vous pouvez parler de l'amnésie nationale? Vous avez des gros termes. C'est pas un gros terme, c'est pourtant bien la réalité. C'est des gros termes qui ne veulent rien dire. L'amnésie veut dire qu'il y a rien eu. Si j'ai qualité d'abord, j'ai un homme qui vous vous avez des gros termes qui ne veulent rien dire. L'amnésie veut dire que personne n'en parle. La presse en parle. La presse enquête. Les informations que vous avez, je les ai. La police enquête. Qu'est-ce que vous avez voulu? D'accord. Qui a une descente sur la rue avec des pancartes? Honorable. Ça fait partie de la mobilisation. C'est le mot qui me choque. Amnésie générale. Amnésie. On en est là. C'est toi, monsieur amnésique. Pourtant, la réalité. Dans le général, tu es inclus. C'est une intégrale. La somme de tout le monde, y compris toi. Oui, il y a moins un certain général. Si tu es conscient, et que moi je suis conscient, il n'y a plus d'amnésie générale. D'accord. Honorable, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre de continuer? Je vous en prie. Merci, honorable, pour cette passe d'armes entre vous et le professeur. Non, il n'a pas de passe d'armes. Claude. Je ne parle pas avec des présomptions. Je préfère maintenant relancer Soulé. Vous conviendrez avec moi que vous n'avez pas été censuré, puisque je reviens à vous tout à l'heure, Soulé, sur cette disparition. Vous n'allez pas nous raconter une autre histoire, répondez simplement à ma question. Alors, la disparition intervient au moment où le Cameroun est en guerre. Est-ce qu'on ne serait pas, par exemple, on ne se serait pas attendu à voir ces lieux-là renforcés? On renforce un peu le niveau de sécurité dans ces milieux-là. Est-ce que
ça n'inquiète pas qu'on puisse venir à l'hôpital police prendre un enfant comme ça? Vous savez, hier, Catherine Bakambok. C'est pas une autre histoire. Non. Elle a convoqué. Là, elle s'occupe des affaires des garçons. Elle a convoqué l'élite d'Union Ekele pour, n'est-ce pas, l'affaire de Boko Haram. L'affaire de Boko Haram. Boko Haram, c'est la guerre contre la menace sur la sécurité des personnes et des biens. Le vol, c'est une question de sécurité d'enfants et des biens. Alors, en même temps qu'on organise la bataille, une battue, n'est-ce pas, contre Boko Haram, mais il faut déjà sécuriser l'intérieur du pays. Il faut déjà être sûr qu'un bébé qui est le futur guerrier, le futur président de la République, le ministre de demain, grandisse en paix. Quel est ce pays où le professeur Abbé a dit, peut-être qu'on n'a pas voulu bien comprendre, aujourd'hui de plus en plus, il y a le stress de la maternité, il y a le stress de l'enfantement, il y a des gens il y a des femmes même qui vont vers, n'est-ce pas, l'avortement. Vous permettez que je vous relance. Oui. Vous permettez que je vous relance en un mot comme en mille. Est-ce que la sécurité est menacée à l'intérieur du pays? Mais vous pensez que je dois répondre une grande question. Selon ce que vous voulez? Je suis en train de monter, vous me faites descendre. Je suis justement en train de dire que, avec des mots qui sont les miens, que je ne veux pas dire la sécurité est menacée. Ce serait, n'est-ce pas, on va me dire que qu'est-ce que j'en sais, je ne maîtrise rien sur les questions. Mais en observateur que je suis, je racole les indices. Et dis, voilà, lorsque les gens ne parlent pas, les gens ne communiquent pas, il y a un géant-foutisme qui s'installe. Lorsque les gens, les ministres, Bakambok et Abena, à qui le président de la République a donné la légitimation et même la légalité, n'est-ce pas, de s'occuper de ceux qui ne s'en parlent pas là. L'autre chose, je voudrais m'acquitter de ce devoir. Voilà, en lutte, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai 2 minutes. Oui, je suis d'accord. Voilà. Cette fois, je crois que lorsque j'ai lu l'interview des mutations, la jeune fille éplorée a fini, ayant vainement attendu la réaction des pouvoirs publics, la réaction des autorités. Elle a dit, je m'en remets à Madame Chantal Biya. Parce qu'elle estime que si Chantal Biya n'est pas intervenue à temps pour sauver le bébé de Vanessa Tchatchou, elle interviendra bien informée à temps pour sauver son bébé. Parce que l'autre chose, c'est là que je vais chuter. Ça, je le dis de mon chef, ce n'est plus, n'est-ce pas, disons la supplique de Diala. J'interpelle maintenant l'ambassadrice de bonne volonté, qu'est Madame Chantal Biya. Il faut rallier les femmes comme elle a fait pour le 8 mars, qu'elle agite même la communauté internationale pour dire que le Cameroun c'est un pays de voleurs de bébés. Je pense que si la communauté internationale réagit d'en haut, le Cameroun qui a peur de ces choses-là, et Chantal Biya peut le faire du haut de sa casquette et sa posture d'ambassadrice de bonne volonté. Je crois que les canals d'or que vous avez fait lui ont remis un prix. On remis un prix à Chantal Biya pour ses actions de bienfaisance et parce qu'elle est extraordinaire d'amour, elle a le cœur gros comme ça. Aujourd'hui, l'ambassadrice de bonne volonté doit rassembler les filles. Pas le faire seulement lors du 8 mars. Il faut rassembler et aller sortir. Monsieur Boubala, j'ai le ton grave. Il faut que les femmes sortent pour réclamer le bébé de Judith Diala. Et il faut en tête la première dame et les autres, parce que je suis sûr que si elle sort en première, puisqu'elle a connu aussi la douleur de la maternité, les autres la suivront. Je le dis, si vous voulez, ne m'invitez plus, ne me donnez plus la parole, mais je pense que les femmes doivent se mobiliser pour dire non, plus jamais ça, plus jamais qu'on vole une partie de notre chair. Soulé, vous êtes sûr, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous ne parlez plus la parole. Peut-être qu'on vous invitera encore. Alors, on termine. Je pense que sur la question, parce que la mère du bébé a regagné cette semaine son domicile sous forte escorte policière. Est-ce à dire que l'affaire est classée? Ce serait dangereux de classer cette affaire de cette façon. Je pense que la police doit rapidement boucler l'enquête et nous présenter les coupables, parce que cette affaire peut avoir des conséquences insoupçonnées. Par exemple, sur l'image du Cameroun, lorsqu'on se plaint que les investisseurs ne viennent pas au Cameroun, un investisseur qui peut-il venir installer ses affaires
dans un pays où on vole les bébés à l'école de police? Vous pensez que c'est évident si lui, ça veut dire qu'il va venir là, engager des millions, des milliards, alors qu'un bébé est volé dans une école de police? Donc je pense qu'il faut une réaction forte du gouvernement. On termine avec, s'il vous plaît, on termine avec l'honorable. Nous ne sommes pas quand même dans une république de voleurs. Non, moi je pense que l'affaire des vols d'enfants commence depuis le temps de Salomon. Il y a eu des vols de bébés. Et aujourd'hui, tant que l'humanité existera, vous parler tout à l'heure, personne ne vous a toujours. Tant que l'humanité existera, il y aura toujours le bien et le mal. Il y a des femmes qui accouchent. Il y en a qui veulent tellement accoucher qu'ils peuvent voler un enfant. Ce que je ne veux pas et ce que je refuse, c'est qu'il y ait cette idée de noircir mon pays à tout prix. Madame Chantal Biya ne peut pas sortir pour dire que le Cameroun est un pays de voleurs de bébés. Et si elle descend pour le dire, moi je vais descendre pour dire le contraire. Nous devons tout faire pour que chaque femme qui fasse pas l'ambassadrice de bonne volonté. Je ne parle pas de l'époux du chef d'État. Je serai obligé de parler avec autorité pour vous interroger. Non, mais il faut qu'il comprenne. Il a l'art de faire la digression. Je parle de l'ambassadrice de bonne volonté UNESCO, pas l'épouse du chef de l'État. Je suis convaincu que si on vous demande d'appeler digression, vous ne savez pas s'il y a 2 S ou X. Vous prenez des mots et vous les partez comme ça. Je disais, Madame Biya, vous êtes prétentieux, je ne suis pas sûr que vous avez mon niveau en grammaire. Je vous relance, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que vous avez mon niveau en grammaire, monsieur. On ne parlait de quoi? Générique de parler de quoi? Il a passé le temps à nous dire. Vous voulez donner les leçons? Vous n'en avez pas la qualité. Et demander à cette première dame de descendre pour dire mon pays est un pays de voleurs d'enfants. Ça, on ne peut pas.